Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour une nouvelle émission, pour un nouveau format même. En fait, on introduit un nouveau format alors qui est complètement décliné de nos habituels Super Friends, c'est-à-dire que c'est quand on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail, mais c'est une mini-série à l'intérieur des Super Friends et de la Super Friendception, voilà, dans vos oreilles ébahies, puisque c'est un format qu'on appellera tout simplement nos amis les libraires, et vous l'aurez compris, eh bien on va aller tout simplement à la rencontre de plein de libraires situés aux quatre coins de la France pour parler avec eux de leur métier. Vous le savez, la librairie, c'est quand même le lieu privilégié de rencontre entre les comics et leurs potentiels lecteurs, futurs lecteurs et lectrices. Et pour cela, il faut bien un intermédiaire, c'est le libraire. C'est votre conseiller premier, simplement votre premier vendeur, tout simplement. Et donc on va aller au fil de ces podcasts à la rencontre de tout un tas de personnes avec qui on a simplement envie de discuter de leur parcours, de leur façon de travailler à la librairie et leur façon surtout de défendre le comics au sein de librairies spécialisées, parfois juste des librairies bande dessinée avec un rayon comics, et parfois des librairies entièrement dédiées aux comics. Et pour introduire ce premier format, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Guillaume Claverie du Comptoir du Rêve Comics à Toulouse. On enregistre au sein même de cette superbe et vaste librairie qui a ouvert son nouveau local au mois de février 2025. Guillaume, tu es avec nous dans ce podcast. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Bienvenue à vous, surtout au cœur de la librairie. C'est moi qui te dis bienvenue. Au cœur de la librairie. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de pouvoir échanger avec vous. Ça me fait plaisir également, parce que ça fait pas mal de temps qu'on se parle quand même. Par message interposé, parce que pour présenter très vite fait, donc t'es libraire comics au Comptoir du Rêve, t'es aussi à l'initiative du Comic Shop Assemble, donc avec tes camarades libraires, et donc et tu supervises quand même pas mal pas la fabrication, mais l'édition de couvertures variantes, de certaines couvertures variantes exclusives au CSA. Dans ta librairie, on le voit aussi souvent, il y a beaucoup de dédicaces qui se font, à chaque fois avec des rencontres qui accueillent beaucoup de monde. À chaque fois, moi, je suis impressionné par les photos que tu mets sur les réseaux sociaux, parce que tu communiques aussi beaucoup sur les réseaux pour mettre en avant la librairie. Tu viens même de lancer tes propres vidéos sur YouTube pour parler justement de ton métier de libraire. Et nous, on est là pour hijacker complètement ton contenu YouTube, puisque tout ce que tu vas dire là-dedans, c'est des choses que tu auras déjà forcément évoquées avec forcément en train de tout massacrer à l'avance. Avec ton propre public. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux un petit peu juste te présenter à nous, Guillaume, quel est ton parcours de lecteur avant d'être libraire? Alors, mon parcours de lecteur, il a commencé, c'est vraiment le gros cliché, la grosse caricature, dans les années 80 en ce qui me concerne, quand j'étais gamin, avec ma mère, tout simplement, qui m'a offert mes premiers comics. Donc, en ce qui me concerne, c'était Spiré. Et puis Nova, Titan, etc. Et puis après les revues de Lug. Les revues de Lug, évidemment. Donc ça a commencé par ça. J'ai continué à en lire de manière assez régulière. J'étais pas un lecteur forcené quand j'étais gamin, mais par contre j'étais à fond sur Spider-Man notamment. Et puis plus tard côté DC Comics, très très tôt sur Green Lantern. J'avais une grosse fascination pour le personnage, et puis à côté de ça je lisais vraiment beaucoup de choses, beaucoup de romans, etc. Et c'est vraiment à l'adolescence où plus ça m'a repris. Et puis paradoxalement je lisais beaucoup de mangas, beaucoup de bandes dessinées, parce que mon beau-père avait une belle collection de bandes dessinées, donc j'étais très là-dedans. Et puis ça m'a amené finalement, j'ai un peu lâché les comics au milieu des années 90, on va dire, notamment sur le côté super-héroïque, où autant graphiquement je trouvais qu'il y avait des trucs super, autant scénaristiquement je trouvais qu'il y avait des choses vraiment qui étaient très très légères, on peut pas dire autre chose. Et finalement c'est Vertigo qui m'a ramené aux comics pour de bon. C'est vraiment le label Vertigo qui avec Transmet notamment, Preacher, etc., Sandman, etc. et autres, qui m'ont et là je suis tombé à mort dedans, quoi. C'est vraiment le moment où je suis tombé à mort après l'enfance, entre guillemets. C'est vraiment les créateurs en need, tout ça, les créations, les auteurs avec beaucoup plus de marge de manœuvre, tout simplement. C'est là où je suis retombé à fond dans la lecture. Et après, si je continue un peu plus avant sur mon parcours, je fais des études supérieures sans intérêt là pour la conversation, qui était d'histoire et de sociologie, un peu de musique classique aussi en parallèle. Et en fait, je me suis mis à écrire des scénarios de bande dessinée qui ont été publiés.
Donc j'ai été auteur chez Delcourt, Casterman, etc. Trop bien. C'était quoi les BD? Elles s'appellent comment? Est-ce qu'on peut les trouver encore? Non, bon, en plus ça fait longtemps maintenant. Ma première bande dessinée s'appelait Aster, c'était en 4 tomes chez Delcourt pour le coup. Très marrant parce qu'on s'est rendu compte de ça il y a pas l'autre jour pour l'anecdote. À l'époque chez Delcourt, il y avait un petit magazine qui s'appelait Pavillon Rouge, qui listait un peu les futures publications Delcourt, etc. Et il y avait un monsieur qui faisait des chroniques là-dedans, qui a chroniqué donc ma première série. Et ce monsieur, c'était François Hercouet. Et on s'en est rendu compte il y a pas longtemps. C'était assez rigolo d'avoir une espèce de boucle, parce que François, je parle très souvent avec lui évidemment de plein de choses, évidemment de beaucoup de projets. Et voilà. Et en fait, donc j'ai fait pas mal de petites BD, soit sous mon nom, soit quelques-unes sous d'autres noms. Et puis alors que j'étais en plein dans cette série-là, j'ai toujours voulu travailler à côté. À part au moment où j'avais tenté l'aventure BD, et finalement. Alors c'était quand même un travail d'être auteur de BD. Absolument, mais j'ai voulu. Quand je dis ça, je précise vraiment pourquoi. C'est pas. J'ai toujours voulu travailler à côté du scénario de bande dessinée pour pas être obligé d'écrire, pour pas devenir quelqu'un qui devait produire pour vivre. Ça, c'était pas mon idée. J'écris toujours aujourd'hui. J'écris un roman en ce moment. Je n'écris que ce que j'ai envie d'écrire, et c'est tout. Ah, tu voulais t'accorder cette liberté. Absolument. D'écriture et exactement. Ne pas être dépendant de... Et en fait, un jour, on était en dédicace avec le dessinateur de cette série-là qui s'appelle Paul Coué, qu'aujourd'hui vous connaissez pour Les Vieux Fourneaux. Je discutais avec des gens tout simplement qui étaient là lors de la dédicace de notre troisième album peut-être, je sais plus. Et en disant que je cherchais un job à côté, parce que j'avais d'autres jobs, mais dans la culture notamment. Et ils cherchaient quelqu'un. Et ils n'avaient pas de rayon comics. Et voilà, et ça c'était il y a une vingtaine d'années en arrière. Ça a commencé comme ça pour moi, la librairie, mon parcours de lecteur d'abord, et ensuite comment je suis devenu libraire spécialisé comics. Donc on a créé un rayon dans la librairie où j'étais auparavant pendant très longtemps, un petit rayon, et puis qui a pris plus d'ampleur. Pourquoi? Parce que finalement, il y a très longtemps, il y avait une librairie à Toulouse qui s'appelait Tout en Cartoon, qui était vraiment la référence, puis qui n'existait plus depuis longtemps. Et finalement, on a pris la place vacante avec ce petit rayon, et puis on est devenu un petit peu les références. Au bout de quelques années, ça a pris une telle ampleur qu'il y a quelqu'un qui m'a rejoint, Fred, qui est aujourd'hui à nouveau mon binôme. On n'est plus dans la même librairie depuis quelques années en ce qui me concerne. Et voilà. Et après toutes ces années là-bas, j'avais envie de faire plus, j'avais envie de faire mieux, j'avais envie vraiment de continuer à développer toutes les cultures comics. Je le dis souvent au pluriel. Et je dis toujours à les proposer, à les supporter. J'emploie pas le mot défendre, moi, en ce qui me concerne. C'est pas que ce soit un terme qui m'horripile, mais je dis toujours que si on dit qu'on est en train de défendre quelque chose, c'est qu'il est attaquable d'une certaine manière. C'est très Prum Dog ce que je dis, mais il y a un peu ce côté-là. C'est moi, je suis là pour montrer tout ce qui est chouette, quoi, etc. Là, tu mentionnais le fait qu'on soit très présent sur les réseaux ici au comptoir du Rêve Comics. C'est vraiment le cas, beaucoup sur plein de plateformes différentes. Là, pour le coup, YouTube, c'est venu à l'initiative des lecteurs. Là, pour le coup, je n'étais pas du tout parti pour le faire, et c'est suite quand il y a eu les fameuses annonces, tu le sais, parce qu'on s'était parlé ce jour-là d'ailleurs, sur les arrêts de com d'Urban. J'avais fait une vidéo parce que j'avais eu plein de gens, dont des gens très énervés dans la journée sur ce sujet-là. Une vidéo que j'avais mis ailleurs, et puis les gens m'ont dit ouais, mais non, on va pas sur TikTok ou Insta forcément. Donc ouais, c'est la vidéo sur les arrêts de commercialisation qu'a lancé effectivement l'aventure YouTube, là, qui est toute récente, ça fait 2 mois et demi à peine. Et vraiment, les gens qui nous ont demandé, que ce soit des lectrices, des lecteurs, et puis on va dire des youtubeurs, des influenceurs comics qui m'ont dit tu devrais vraiment continuer, c'est vraiment super intéressant. On a rarement ou pas l'avis d'une librairie spécialisée comics, je précise, parce qu'il y en a qui font ça très très bien par ailleurs. Sinon, je pense à BD16 qui font un super boulot, je trouve, qui est vraiment très très cool. Mais que sur une librairie, un comic shop, il me semblait pas que ça se faisait. Et c'est les gens qui m'ont dit vas-y, continue, c'est super cool, tu t'exprimes assez facilement, let's go. Donc voilà, donc c'est aussi je dirais pas une flèche de plus à notre arc, parce que là c'est pour le coup, c'est pas la chaîne du comptoir du Rêve Comics, c'est de la mienne que je fais sur mes temps de pause et tout. Mais par contre, il y a un côté un peu satisfaisant à raconter un peu plus les coulisses de pas mal de choses. Je peux pas tout dire évidemment, mais tout le monde le sait. T'as parlé du Comic Shop Assemble. Je suis pas l'initiateur du Comic Shop Assemble. Non, vous avez été plusieurs. Voilà. Vous avez reçu de toute façon lors du lancement. Absolument. Je crois que t'avais avec Damien et Guillaume, à mon avis, des Fictionautes et d'Astro City, bien sûr, à qui je fais une grosse bise, qui font un boulot incroyable. Et
beaucoup d'entre nous, on se connaissait déjà. On avait vraiment cette envie de proposer, de pas être là à attendre que les choses se passent ou ne se passent pas au moment où tout le monde parlait des nous sommes les 4%, des choses comme ça, etc. Qui partaient d'une très belle volonté, d'un très bon sentiment, mais qui rejoint ton envie de sémantique sur le fait de pas vouloir défendre quelque chose mais de le soutenir, et de la même façon que effectivement de revendiquer d'être que 4%, en fait ça participe aussi à la construction d'une imagerie où on fait c'est-à-dire regardez, on est tout petit et c'est pas comme ça que tu as envie de présenter les choses, parce que même si ça part d'une très bonne initiative, l'image que ça peut renvoyer, c'est une image de perdant en fait, parce que on va pas se mentir, dans quel que soit le contexte dans lequel que tu veux le prendre, quand tu dis on est que à 4%, c'est pas une image grandiose, quoi. C'est ça, puis c'est pas la réalité. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas la réalité. Non, mais ça, de toute façon, effectivement, et j'avais déjà fait en quelque sorte un peu mon mea culpa parce que je sais que ce chiffre des 4%, on l'a aussi à un moment relayé, même en le contextualisant, en l'expliquant, c'est quand même au final un truc que les gens retenaient, s'arc-boutaient, c'était de retenir que, en fait, c'est que 4 ou 5%. Quand bien même tu dis, mais en fait, si tu prends l'ensemble de la production de comics en France, et en fait, c'est quand même plus en réalité. Mais voilà, donc voilà, je comprends cette volonté d'avoir voulu proposer quelque chose et pas d'être seulement attentiste. C'est ça, de la même manière que sur les réseaux sociaux ou autres, par exemple, vous nous verrez toujours parler des choses qui nous enthousiasment, clairement, et pas, on va pas faire, c'est pas moi qui vais faire des vidéos pour dessouder un bouquin. C'est pas mon truc. Il y a des tas de gens qui le font, il y a des tas de gens qui font des vidéos sur YouTube ou autre, sur plein de supports, sur des chroniques un petit peu partout sur Instagram. Il y a des gens qui font ça très très bien, et je peux comprendre qu'on soit déçu par un bouquin, qu'on ait été testé, etc., qu'on ait des problèmes avec tel ou tel truc et autres. Moi, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est libraire. Mon métier, c'est de partager. Moi, le leitmotiv, c'est le partage. C'est vraiment le partage de la passion d'abord. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a une librairie qui est devenue un truc assez incroyable, qui a pris beaucoup d'ampleur. C'est grâce aux gens, d'abord. Toujours, faut pas oublier. C'est-à-dire que moi, je viens d'un petit rayon, effectivement, au sein d'une librairie qui faisait de la bande dessinée, du manga, de la littérature de genre fantastique, science-fiction, etc. Ce qu'on appelait la bitlit à l'époque. Aujourd'hui, on va plus parler de romantasy et autres, mais donc c'était un rayon au sein d'une librairie, comme tu le mentionnais, comme il y en a beaucoup, parfois de moins en moins malheureusement. Donc j'oublie pas qu'on vient de ça et que c'est le rapport humain qui a fait d'abord le fait que ça marche pour nous, que ça fonctionne. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon binôme historique et surtout on a un endroit qui est devenu incroyable. On a bâti ça au fur et à mesure des années. C'est de plus en plus grand. C'est grâce simplement aux gens en fait. C'est parce qu'ils nous font confiance. C'est parce qu'on a une relation qui est privilégiée. Je le dis vraiment sans galvauder le terme. C'est on vit une aventure commune, pour le coup. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le vit. On n'est pas romantique, on n'est pas naïf, on n'est pas utopique. On est bien au fait de comment fonctionne le métier. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, un petit peu les arcanes de tout ce qui se passe en amont, à plein de niveaux. Donc, on n'est pas dupe de tout ça. On a conscience de tout ça. On vit, nous, une période qui est incroyable. Pour autant, je vois ce qui se passe de partout. Et je sais très très bien qu'il faut être extrêmement vigilant, jamais se croire trop beau. Donc voilà. Et après, on est aussi très présent sur les réseaux. On a développé un gros site internet au sein du Comptoir du Rêve qui est incroyable, avec une logistique monumentale. Et du coup, évidemment, tout ça. Et là, on est dans un endroit qui fait 130 mètres carrés, qui est très vaste, qui est très accessible. Ça, c'est un truc qui est très important pour nous, l'accessibilité, la bienveillance, l'inclusivité. Nous là-dessus, on est très clair. Pour être franc, et aujourd'hui quelqu'un qui a n'importe quel type de handicap, visible ou invisible, peut venir ici sans aucun problème, et tout est accessible, et on est là pour ça, et on est vigilant. De la même manière, quand on a des dédicaces, on a tellement d'espace que c'est très facile de faire vivre la librairie en même temps qu'un événement, sans que on soit tout d'un coup sur une foule ultra serrée, etc. Et surtout, cet espace veut dire qu'on a un stock considérable et qu'on a un énorme choix, énormément de références. Ça m'intéresse pas d'avoir 150 exemplaires du dernier Batman si à côté de ça j'ai pas du Néophilis, j'ai pas du Delirium, j'ai pas du 404, j'ai pas du Comics Initiative, ou du Vestron ou autre par exemple. Mais est-ce que dans ce stock tu as un tome de Billionaire Island? C'est très probable. Ah putain, non, je l'ai plus. Je pense que je l'ai plus. J'adore Marc Chossel, je peux te piéger là-dessus. Mais je l'ai plus. Mais je l'ai vendu il y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a du Love Everlasting?
Regarde, je recherche tous les titres que j'ai traduits et qui marchent pas. Ouais. Je pense que oui. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de traduction, mais bon. Très bien. Mais pour revenir, parce que là, on est dans le présent, effectivement, dans cette grande librairie, mais moi, j'ai quand même envie de remonter un peu dans le passé, justement. Quand t'es embauché donc pour tenir un rayon comics dans cette librairie, comment ça se passe pour toi alors, parce que tu connaissais pas fort, enfin, je sais pas, est-ce que déjà tu connaissais bien le métier de libraire? Est-ce que tu avais réellement conscience de ce que c'est? Alors, au tout début, tu veux dire? Ouais. Au tout début. Et surtout, est-ce que c'était très différent à l'époque? Puisqu'on parle quand même d'un certain temps. Quand toi, t'as commencé à être libraire, du coup, c'était quoi, il y a 20 ans, tu dis? C'est il y a une vingtaine d'années, ouais. Voilà, donc moi, je passais mon bac. Même pas, encore. J'avais même pas mon bac. Donc, ouais, est-ce que c'était vraiment, comment c'était à l'époque, quoi? Moi, j'aime bien replonger un peu pour voir, justement, pour dire, c'est important de se rappeler d'où on vient. Donc, c'est aussi important de se rappeler comment le métier a évolué, en 2 décennies, ce qui est vraiment pas rien, quoi. Et parce que, et je vais en finir, moi, je fais souvent des questions à rallonge comme ça. Et parce que même la situation du comics, il y a 20 ans, il y avait pas d'Urban, par exemple, tu vois, il y avait pas tous les éditeurs qu'on a aujourd'hui, c'était encore des modes de publication qui étaient très différents, le kiosque était roi chez Panini, donc voilà, moi j'aime bien qu'on s'intéresse aussi à comment c'était. Alors, c'était vraiment différent, je connaissais pas le métier du tout. Je connaissais bien la bande dessinée, j'étais auteur de bande dessinée, donc j'avais quand même une certaine connaissance, on va dire, du milieu. Sans tout connaître évidemment et sans connaître forcément les arcanes d'une librairie. Donc j'ai vraiment appris mon métier avec les collègues que j'avais à l'époque, notamment Frédéric qui s'occupait de la bande dessinée là où j'étais, qui est aujourd'hui aussi un collègue là où je suis et un ami, et qui m'a vraiment appris les rouages du métier pour le coup c'était quelqu'un qui était très pédagogue et qui m'a vraiment appris énormément de choses, qui a pas rechigné à la tâche et qui a été patient tout ce qu'il fallait pour m'apprendre ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant, s'il y avait quelques comics qui étaient dans les rayons, lui il pouvait pas tout faire et il y avait pas de rayon dédié. Donc en fait, pour le coup, ce qui a été très chouette, c'est quand j'avais commencé sur ce qui devait être un CDD de remplacement de quelqu'un qui était en congé maternité, et ça, donc sur ce temps-là, on a commencé justement à travailler là-dessus spécifiquement. Ça a pris tout de suite parce qu'il y avait un manque, clairement. Donc ce qui m'a à la fois aidé moi à apprendre le métier et en même temps à développer tout un tas de choses, quoi. C'est-à-dire que j'ai pu partir d'une page blanche en partant sur mes envies aussi, sur mes goûts, et puis en apprenant la réalité du marché, etc. Et en commençant à faire des réservations sur les kiosques et tout à l'époque, donc uniquement Panini, parce que c'est fait effectivement bien avant Urban. Et donc finalement j'ai appris mon métier en même temps qu'on créait un rayon. Donc il y a eu un côté, il se trouve que ça a appris parce que on était finalement les seuls à vraiment le faire et à vouloir vraiment le développer. Donc ça a été d'une certaine manière c'était les conditions idéales. Il n'y a pas d'attente sur ce que tu vas faire, sur ce que tu vas proposer. Ça prend tout de suite parce qu'il n'y a rien d'autre. Si ça se trouve, j'étais super nul. Je veux dire, j'étais forcément, il y a des choses que j'ai pas bien fait. Non, moi, j'ai eu des gens avant qui m'ont dit effectivement que t'étais super nul, mais bon, voilà, faute de grive, on mange des merles, hein, donc bon, t'as de la chance, quoi. Exactement. Mais pour revenir sur les arcanes, justement, qu'est-ce que ce serait un peu si on te demande aujourd'hui, quelqu'un qui connaît pas le métier et qui veut apprendre, c'était quoi vraiment les vrais trucs les plus importants que t'as appris et que tu anticipais pas du tout, en fait? Alors déjà, il faut apprendre qui sont les éditeurs, ce qu'ils vont proposer. Quand on parle de comics, ça veut dire quel contenu américain qui va être proposé, à quoi ça correspond au niveau éditorial, évidemment. Il y a ça, il y a le type de publication. Est-ce que on est à l'époque, il y avait le kiosque, mais aujourd'hui, le kiosque, malheureusement, n'existe plus vraiment. Donc, il y avait apprendre les éditeurs, le type de support, le type d'histoire qui sont proposées, bien sûr, en gros, connaître les publications, quoi, l'étendue des publications, et ensuite il faut apprendre c'est quoi les logiciels de vente, comment ça fonctionne, c'est un outil mais qui te permet de faire quoi, cet outil, ok, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il te permet de faire de la réception, il te permet de faire des retours qui sont hyper importants, bien sûr, dans le milieu de la librairie, il te permet de vérifier l'état de tes stocks, évidemment, il te permet de passer des recommandes, tout un tas de choses comme ça, etc. Donc de créer des fiches dessus, etc. Enfin ça va vers la communication derrière si on enchaîne. Donc c'est vraiment des outils, puis de l'encaissement, bien sûr. Donc tout un tas de choses qui sont le b.a.-ba du libraire, évidemment, mais que tu ne connais pas au début. Donc il faut apprendre ça. Aujourd'hui, celles et ceux qui font des formations de libraire, il y a différents types de logiciels qui s'appellent Electre par exemple, ou LibriSoft dans d'autres cas. Il y en a sûrement d'autres que je connais pas.
t'es obligé de maîtriser cet outil-là de manière importante. Mais après, quand on parle de librairie avec un rayon spécialisé, à l'époque c'était un rayon spécialisé. Aujourd'hui, je suis responsable d'une librairie qui que spécialisée. Il faut connaître ton métier. Tu peux pas t'improviser tout d'un coup sur un truc que tu connais pas du tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait, admettons, Fred, mon binôme et moi, on tombe malade ou on s'en va ou il y a un accident, ou j'en sais rien, et tu dois embaucher quelqu'un pour prendre le relais. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui ne connaît pas les comics avec vraiment, et je le dis sans forfanterie, une vraie culture. Une vraie culture et pas juste, oui, j'aime les comics. De la même manière que il y a des candidatures tout le temps pour, j'adore les mangas, je voudrais devenir libraire en manga. Ça, c'est un grand truc. C'est super que tu aimes les mangas, t'en as sûrement lu plein. Ça veut pas dire que t'as la vision globale, le big picture de tout ça, quoi, du coup. Il faut maîtriser un peu l'ensemble de toute la chaîne. Et puis après, quand tu avances un petit peu, tu vas à la rencontre des représentants, ou plutôt ils viennent à ta rencontre, des représentants des éditeurs qui viennent te proposer les programmes. Et toi, si tu connais ton métier, tu vas travailler avec eux en te basant sur ce que tu sais, sur ta connaissance, et donc commander des quantités sur les bouquins qui vont sortir quelques mois après, etc. Et donc c'est là où tu franchis entre guillemets le gap vers la mise en place, ensuite, etc. Les vitrines, et puis les ventes de la communication. Moi, au moment où j'ai commencé, il y avait pas Facebook, c'était le début, quoi, limite. Oui. Bah, donc, moi, à 15 ans, j'avais pas Facebook. Donc, il y avait pas Instagram, il y avait pas TikTok, il y avait pas tout ça, il y avait pas les podcasts, il y avait pas, tu vois, il y avait rien de tout ça. Ça n'existait pas. Donc, la communication, c'était vraiment un peu le balbutiement. Moi, j'ai commencé une période qui, d'une certaine manière, pour moi, personnellement, était un peu dorée dans la mesure où je suis parti d'une feuille blanche dans une librairie où il y avait un rayon vraiment à créer, même s'il y avait quelqu'un qui se bougeait à fond pour tout faire, mais qui était une encyclopédie de la bande dessinée, mais qui pouvait pas, enfin, c'était pas un poulpe, quoi. Il avait pas 8 bras, tu vois, donc il peut pas. Oui, c'était un être humain, de toute façon. Alors, il y a des doutes. Je sais qu'il est en train d'écouter, là. Je suis sûr qu'il est en train d'écouter. Moi, je suis très premier. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui s'interrogent. Parce que ça n'a aucun sens. Moi aussi, et ça fait, Parce un poulpe dans une librairie, ça met de la flotte partout, c'est visqueux et tout ça, c'est pas ouf pour la conservation des bouquins, donc c'est ça. Vraiment. Mais c'est peut-être parce qu'il y a le côté ventouse. Genre tu rentres, il est direct collé. Ça, puis non, c'est pas vrai. En plus, il est pas du tout comme ça. Puis il t'accroche comme ça. Non, c'est vrai que ça. Puis en termes de nourriture, vas-y quoi. Toulouse, t'es pas proche de la mer, donc non, ce serait compliqué d'avoir un poulpe. Donc c'était mieux que ce soit un être humain. Pardon, moi quand je suis lancé, j'y vais. C'est ma vanne et j'y tiens. Mais justement, tu parlais des représ. On peut dire que, pour faire un peu de pédagogie, que le contact avec les représ, c'est peut-être la première étape, en fait, dans le parcours du bouquin vers la librairie. C'est-à-dire que ils viennent 3 mois, 6 mois avant la sortie effective, ils te présentent, ils te disent, ben voilà, pour le prochain trimestre ou pour le prochain cycle, comme les éditeurs appellent ça, on a tout ça qui sort, et après, toi, au terme de cette entrevue, c'est là que tu vas pouvoir passer tes commandes de bouquins. Alors, dans les faits, c'est à peu près ça qui se passe. On reçoit souvent, certains nous envoient les programmes à l'avance. On les reçoit par mail, tout simplement. On peut les étudier, les travailler avant, quand on a le temps. On prend des rendez-vous, on se voit, on redéroule le programme ensemble. Et nous, on donne les quantités sur les titres qu'on veut commander. Il y a des tas de libraires un peu partout qui sont généralistes, qui ont des petits rayons comics, qui vont pas prendre toutes les références, ou qui vont en prendre peu. Nous, on est une librairie spécialisée, donc on prend tous les titres. J'ai l'impression que oui, t'as l'espace pour pouvoir te permettre. C'était vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée là du big boss au-dessus, d'avoir de grands espaces, justement pour avoir plein de références, la diversité, et bien sûr le fait de coupler ça avec un énorme site internet. Il y avait une forme de logique qui fonctionne aujourd'hui à plein. Donc ouais, les représentants on les voit, on travaille sur les quantités. Là, au moment où on se parle, on est début novembre. 2025 et on a déjà travaillé jusqu'à février 2026 avec tous les représentants. Ils se succèdent les uns après les autres, ou vous faites des gros meetings de représ, ou c'est plutôt l'un après l'autre en fonction de leur tournée. Comme on cale les rendez-vous avec des représentants de différents éditeurs, on les cale pas en même temps, là. C'est évident. Ouais. Donc faut pas que ça se télescope, quoi, bien sûr. D'autant que nous on a un immense comic shop, mais juste en face on a l'immense librairie BD, juste à côté de nous l'immense librairie manga, et puis Romantaisie. Donc ils ont souvent beaucoup de boulot avec nous pour le coup. Donc oui, on cale des plages de rendez-vous,
effectivement. Et ensuite on travaille. Voilà. Après, ça explique le travail qu'on fait avec eux sur les nouveautés en version française. Je te tends la perche vers la VO. Pas tout de suite, mais je la saisis et je la pose à côté. Et souvent, nous, on est une librairie qui fait un apport américain toutes les semaines, comme aux États-Unis, si bien que très souvent, la plupart des titres qu'on va venir nous proposer, nous les connaissons déjà. Bah oui. Ce qui nous donne un coup d'avance d'une certaine manière. Ouais, ça te permet d'avoir une meilleure visibilité aussi sur, en tout cas, toi de ton côté, ce qui t'a déjà plu en VO, tu sais que quand tu le vois arriver en VF, tu fais ah cool, ça je sais que c'était bien. Donc... C'est ça, et c'est d'autant plus important puisque nous faisons partie, comme tu l'as souligné, du Comic Shop Assemble, donc le collectif de librairies indépendantes spécialisées comics en France et en Belgique. Et du coup, le fait de faire de la VO, d'être nombreux à en proposer, on a cette visibilité-là, et du coup, on a des discussions en amont. Si bien que quand on sait quels éditeurs vont ensuite proposer tel ou tel projet, on est souvent déjà sur le coup. Pour des projets qui vont se faire ou pas se faire, mais en tout cas, nous, on a pu lancer des discussions en amont. C'est super intéressant d'ailleurs à faire. Hein. Ça avait été quoi tes choix quand tu as dû bâtir ce rayon comics? C'était quoi tes choix, les choix que tu avais fait? Moi, quand je suis arrivé pour le coup au comptoir du rêve comics, qui était dans un autre lieu pas très loin d'ici, c'était on va dire la première proposition du comptoir du rêve comics. Je suis arrivé, ça faisait 1 an que le rayon existait. Il avait été tenu par quelqu'un d'autre. Quand je suis arrivé, tu avais les nouveautés, principalement du Marvel et du DC. Et après, tu avais tout Marvel, tout DC qui était présenté. Et au fond du comptoir du rêve comics tel qu'il était au début, t'avais les indés. Il manquait des références, pour être tout à fait franc. Il manquait des choses. Il y avait beaucoup d'exemplaires parfois sur un truc. Mais parfois il y avait aussi des vrais manquements, de mon point de vue en tout cas. C'est chaque personne qui est libraire a toujours son propre point de vue et sa vision des choses. Chaque libraire pense avoir la meilleure probablement, etc. Oui, mais il y a des tas de spécificités. Et ça se défend et ça se discute. On a passé les 3 premières semaines à tout changer. Tout le Marvel au fond. Toi, t'as pris le bulldozer, t'as fait tout le Marvel au fond. Tout le DC Comics au fond, se faisant face à face. C'était comme un grand couloir assez large quand même en vrai. Les nouveautés bien sûr, en mettant très souvent et très vite en avant, les titres dits indépendants, on va dire hors super-héroïque, vraiment les mettre en avant. Et ensuite, quand tu t'avançais au-delà des nouveautés, tu tombais que sur les indépendants. T'allais tomber sur 404, sur Comics Initiative, sur Vestron, sur Delirium, sur les Delcourt, etc. Et t'allais d'abord tomber sur les titres indies de Urban avant de tomber sur les titres DC Comics. Mon approche là-dessus, c'était de me dire, le public sur les titres DC ou Marvel, souvent il connaît, il sait quand il rentre dans une librairie spécialisée comics ce qu'il vient chercher. S'il veut du DC ou Marvel, il va trouver le rayon. Il va y aller. Si c'est au fond, il ira quand même. Il y a pas de souci. Mais souvent, moi depuis toujours, ça a toujours fait partie de mon identité de libraire spécialisé comics. Et j'ai toujours voulu mettre en avant vraiment les créations indé. Vraiment énormément pour montrer toute la diversité de ces cultures-là, pour montrer à quel point il y avait une richesse énorme. Peu importe au final, en ce qui me concerne, qu'un titre soit estampillé bande dessinée sur un logiciel de vente et ensuite comptabilisé comme une bande dessinée ou un comics, nous finalement, au-delà d'être, comme le disent les éditeurs, dans le meilleur des cas des précurseurs, c'est le partage d'abord toujours, mais c'est éventuellement, si on peut, d'éclaircir un petit peu le public, la clientèle sur ce que sont les comics. C'est quoi la bande dessinée entre guillemets américaine, etc. Et il y a des tas de choses. Et quand ça fait 20 ans, on a si je caricature le truc, on a évangélisé beaucoup de monde. C'est pas le bon terme évidemment, mais ça veut dire quand même qu'on a fait découvrir à beaucoup de personnes une étendue de ces cultures-là qu'ils ne connaissaient pas du tout, sans forfanterie aucune. Et après voilà, nous on est là pour proposer, pour essayer d'identifier ce qui plaît aux gens, ce qui peut leur plaire aussi. C'est-à-dire que on peut se planter à un moment et on peut faire machine arrière et reproposer autre chose à la place, etc. Faut pas oublier le caractère humain de partage. Les portefeuilles des gens ne sont pas extensibles non plus, donc il faut être à l'écoute. Moi, je suis quelqu'un qui a la parole facile, j'ai une bonne logorée, mais par contre le principal c'est d'abord d'écouter l'autre pour vraiment voir à le servir le mieux au final. Je veux dire, on est des passionnés mais on n'est pas là pour imposer. C'est clairement pas ça quoi. Ah parce que sinon Beyond Island aurait marché quoi.
ça aurait marché. Mais en dépit de la traduction, ça aurait pu marcher. Dans les mains de tous les lecteurs, quoi. Ouais, après, tu peux le mettre aussi dans la VO. Moi, ça me va. Tant que les gens lisent du Marc Russell, je suis content. Mais justement, enfin, on est quand même sur une période de temps qui était assez longue. Comment est-ce que tu te rappelles un peu comment tu as vécu en 2012 notamment l'arrivée de Urban? Qu'est-ce que ça a changé un peu peut-être dans le rapport que le lectorat pouvait avoir à DC, qui était donc traité par Panini avant, et il y avait du Semic aussi. Enfin, je sais qu'il y avait en fait, DC a été dispatché entre beaucoup d'éditeurs au fil de sa publication française, et il y a quand même eu une forme un peu, j'ai l'impression, d'harmonisation peut-être un peu de qui fait Marvel, qui fait DC, et qui ensuite se répartit les indés à partir de l'arrivée d'Urban. Tu te rappelles un peu de cette période? Ouais, évidemment, très très bien, puisque j'étais là au début d'Urban, donc pour les premières implantations, etc. Et il y a eu ça a fait une énorme différence. Tout d'un coup, vous aviez un éditeur qui arrivait sur le marché, qui avait la licence globale sur DC en France, qui proposait un type de collection aussi, parce que ça s'est fait en même temps. Là où on avait beaucoup de souple avec Panini, tout d'un coup on s'est retrouvé avec un éditeur qui arrivait en disant nous on va faire du cartonné. À l'époque avec des tranches noires et pendant très longtemps, etc. Jusqu'à il y a peu finalement, et qui ont commencé en posant un seul titre le premier mois de parution, qui était Watchmen. Ouais, un petit truc quoi. Non mais c'était clairement, de mon point de vue, c'était un petit peu une pierre dans le jardin. C'est pour dire voilà, nous on propose ça. On revient à une traduction antérieure, qui était celle initialement Delcourt mais retouchée, qui plus est, avec ce type de bouquin-là, à un prix qui était très raisonnable. À l'époque. C'était un petit peu, pas profession de foi, mais presque. Et puis ensuite, il y a eu tout le déroulé. Et puis après, ils sont arrivés sur une période de publication qui a été très attractive très vite, ce qui a permis, je pense, encore plus de lancer la machine. Évidemment, le nombre de lectrices et de lecteurs qui sont passés par la cour des hiboux pour commencer Batman, c'est aujourd'hui impressionnant. Ça fait longtemps maintenant quand on y pense. Pour nous, c'est très frais. Mais voilà. Mais surtout, oui, pour revenir à ta question, on a vraiment eu un éditeur qui s'emparait, entre guillemets, de DC Comics, et qui était là pour mettre le pied sur l'accélérateur, pour essayer de proposer une vraie cohérence éditoriale. Et ça a fait le job, quoi. Ça a fait le job. On a enfin un vrai lectorat DC Comics, qui est identifié, qui existe aujourd'hui, là où c'était tu le ressentais avant, que c'était plus... Bien sûr, parce que tu l'as mentionné toi-même, en fait. Il y avait une disparité de publications un petit peu partout, et ça avait toujours été les publications de DC Comics ont commencé avec Sage Édition, Artima, Reddit, etc. Et on remontait le temps à travers des publications un petit peu partout, sur certains titres, etc. Enfin, c'était complètement éclaté. Là, tout d'un coup, t'as une unité. T'as une vraie unité qui est proposée, et puis après t'as un éditeur qui s'est mis à faire le boulot, qui s'est engagé dessus. C'est un pari finalement quand même au départ. Certes avec quelqu'un qui connaissait le milieu des comics, parce qu'il avait été, je parle de François Hercouet, éditorial, donc l'éditeur en chef, qui était on va dire le bras droit de Thierry Mornay pendant très longtemps chez Delcourt, et donc qui avait du métier, qui avait et puis avec une idée, et puis quand même des moyens au départ pour se lancer là-dedans, et ça a pris, c'est heureux. Aujourd'hui on a plein de lecteurs qui sont plus DC Marvel, mais ils vont avec un vrai choix, une vraie identité, etc. On peut toujours revenir sur les erreurs éditoriales éventuellement des uns et des autres, mais il y en a, c'est normal. Ça reste un métier. Souvent les lectrices ou les lecteurs qui sont passionnés mesurent pas systématiquement le fait qu'on parle de toute petite structure en réalité derrière, et que je vais pas dire que c'est de l'artisanat, mais c'est pas loin en fait. C'est pas des équipes de 50 personnes quoi. C'est ça. Et c'est souvent un truc que nous on peut répéter quand on a des lecteurs qui sont un peu je vais dire un peu parfois passionnés, virulents, peu importe le nom qu'on donne, pour un peu resituer le contexte. Nous on a cette chance de bien connaître ce métier-là, donc on peut parfois éclairer. C'est peut-être qu'on est partial. Peut-être que je suis partial quand je dis ça, mais ou subjectif. Je connais beaucoup des éditeurs qui sont aujourd'hui qui publient aujourd'hui en France. On fait des projets ensemble, parfois ça se fait pas. On peut avoir de très bonnes relations, ça veut pas dire qu'on va travailler ensemble non plus. Il y a pas de, en tout cas en ce qui nous concerne, il y a pas de népotisme, de favoritisme, ce genre de choses-là, etc. L'un ne conditionne pas l'autre. Voilà, mais en tout cas, pour revenir vraiment à ta question, oui, l'arrivée d'Urban a vraiment mis DC Comics dans les meilleures conditions par rapport à ce qu'on avait connu avant, clairement. Puis après, tu as eu le développement de l'indé aussi, avec le lancement de pas mal de maisons d'édition. Enfin, quand tu as Glénat qui s'était venu à faire son label Glénat Comics,
On se rappelle de Bliss Edition qui s'est lancé. Ensuite, Comics Initiative qui a pris le pas, iComics aussi, 404, Vestron aussi, Vestron qui est là depuis longtemps, parce qu'il y avait Weta avant. Enfin, il y a des acteurs qui sont là depuis un certain temps, mais ça a quand même contribué dans l'ensemble à se développer. Alors après, il y a eu des pertes, puisque on parle de Glénat Comics, ça n'existe plus en tant que tel. Aujourd'hui, il y a juste pour Lady Mechanica où t'as le logo qui réapparaît sur les dos des albums, mais c'est tout. Casterman avait lancé son label Paperback qui a pas fonctionné. Enfin voilà, donc c'était Snorgle, la librairie Snorgle qui avait sa maison d'édition qui a arrêté. Enfin là ils ont sorti un ElfQuest cette année, mais ils ont quand même arrêté grosso modo de faire les autres titres comics. Donc voilà, t'as quand même eu une sorte de grande embarqué vers le comics indépendant et finalement ça suit l'arrivée d'Urban. D'une certaine manière, pas pour Beta, mais c'est aussi à l'époque où du côté de la VO, c'est le grand exode de 2010-2012 des auteurs phares de Marvel et DC vers l'indé, qui s'est accompagné en conséquence d'une proposition très renouvelée aussi pour les éditeurs français qui disaient il y a tous ces titres indés qui apparaissent, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a beaucoup d'éditeurs que t'as cités qui sont arrivés en tout cas, je vais pas dire à la suite, mais un peu dans le sillage de tout ça. Et au niveau éditorial, Urban, entre guillemets, avait peut-être un petit peu, d'une certaine manière, balisé le terrain ou indiqué que, tiens, il y avait des choses qui étaient possibles, en tout cas. Tout le monde n'a pas réussi à s'implanter, on va dire. C'est un métier qui reste vraiment très, très compliqué. Et tu parlais de Glénat Comics. Voilà. Ils sont partis, de mon point de vue, ils sont partis avec des idées, mais sans se mettre vraiment au diapason de ça. C'est-à-dire que tu peux avoir une ambition, tu peux avoir une très bonne idée. Si derrière, pour telle ou telle raison, t'es pas en mesure ou t'as pas les reins suffisamment solides pour enchaîner. Pour moi, à l'époque, en toute franchise, ils ont signé beaucoup trop de titres. Ils les ont achetés très très cher dans certains cas. Et derrière, comment tu veux te refaire? Comment tu veux arriver même à un point d'équilibre sur certains titres? Et quand tes titres phares que tu allais acheter vraiment à des sommes considérables, c'est un secret de polichinelle. Hein, donc oui, non, la fameuse guerre des enchères de l'époque, elle est connue entre Urban, Delcourt et Glénat notamment. Bien sûr. C'est des choses quand derrière tu vends pas autant de Lazarus que tu voulais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et après tu sors plein de numéros 1 qui ne connaissent jamais de suite. Et surtout, il y a eu, de mon point de vue, beaucoup trop de titres pour trop peu de communication à côté. Il y a eu des titres qu'ils ont commencé à publier qui étaient super bien. Personne les a vus. Personne n'a entendu parler. Voilà. Ils étaient là, mais du coup, ça fait des ventes misérables. Mais comment toi, tu les accueillais? T'arrivais à les défendre quand même? Alors, pas à les défendre, pardon, à les soutenir. Parce que c'est aussi que d'un coup, parce qu'à l'époque, t'avais pas encore cette grande librairie, donc t'avais quand même un espace, un rayon qui est limité. Comment tu arbitrais tes choix, alors? Alors, j'arbitrais mes choix parce que j'étais déjà, moi, un lecteur de version originale et je faisais déjà la version originale à l'époque. Donc, il y avait des titres que j'avais déjà lus. Je vais donner un exemple. Il y avait un titre qui s'appelait Bunker, par exemple. Oui. Il y a eu un seul tome paru en France. L. Fialkov. Absolument. Et que je trouvais super cool. Je trouvais ça super bien. Donc, je les ai très bien vendus. Qui n'a jamais connu de suite, malheureusement. Donc, je l'avais déjà lu. Donc, je faisais mes choix aussi en fonction de moi, qui j'étais en tant que lecteur, le public qu'on a aussi. Finalement, il y a des gens qui viennent, ils savent déjà très très bien ce qu'ils veulent. Et puis il y a aussi des gens qui nous suivent d'une certaine manière. Ils vont où ils veulent. Ils peuvent se partager entre plein de librairies. Nous, il y a aucun souci avec ça. C'est normal. Tu te balades. T'as plein d'endroits. Tu peux avoir plein de cavernes privilégiées, etc. Parce que je t'ai vu en train de mettre un bracelet électronique à un lecteur qui rentre dans la librairie en disant tu restes là maintenant. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui avec toutes les technologies, tu peux minuter tellement de trucs. C'est on a une cave dessous pareil. Il y en a qu'on libère au compte-gouttes au fur et à mesure, etc. Quand ils ont acheté assez de BD, ils peuvent partir. Ils sont briefés. Mon binôme, il a fait des études en hypnose quand même. Donc ça compte. C'est un investissement tout ça. Fait pas croire que les gens sont libres de. C'est il y a longtemps, quelqu'un m'avait dit que les lecteurs devraient pas aller ailleurs, dans une autre librairie, comme s'il fallait les marquer au fer rouge, quoi. Conseil que tu complètement aberrant. Non, les gens ils vont où ils veulent, ils ont bien raison. Je veux dire, c'est comme si tout d'un coup t'as une clientèle. Si toi tu fais bien les choses, si t'es dans l'humain, dans le partage et dans l'écoute, alors t'as les gens avec qui tu noues une relation privilégiée. C'est une question d'instaurer un rapport de confiance
avec bien les sûr, gens qui viennent chez mais vous, ce qui se passe, faut pas oublier que nous, on est une librairie de proximité, même si on est immense, dans une grande ville, une ville qui est très étudiante, qui est la deuxième ville étudiante de France. Donc, on a aussi, nous, une clientèle qui est très jeune. Ce qui n'est pas forcément le cas partout, c'est pas forcément représentatif. Mais là, on a un événement important aujourd'hui, une grosse dédicace. Il y a beaucoup de gens qui vont venir. Et si vous êtes là, vous constaterez que on connaît quasiment tous les clients. Tout le monde. On connaît énormément de gens. Et on connaît leur prénom, on connaît leur vie. C'est pas des numéros, les gens. C'est pas un ticket de caisse, c'est pas une carte bancaire, etc. Point barre. C'est des gens qui ont une vie, dont on connaît les goûts, tout simplement. Et sinon, on les apprend, on se découvre, ils nous découvrent, on les découvre. C'est un échange, quoi. C'est un échange. Et je pense qu'il est arrivé à plein de gens qui sont lecteurs de parfois passer dans certaines librairies et je vais pas dire être mal reçu, mais parfois d'avoir un accueil qui est inexistant, où on sent qu'il n'y a pas un intérêt envers toi en tant que lecteur, en tant que lectrice. Ça arrive. Moi, il y a il y a 1 an et demi, 2 ans, je suis allé dans une très grande librairie spécialisée comics. Je dirais pas qui là pour le coup. Et moi qui pensais lancer une guerre des libraires avec ce podcast. Non, c'est vraiment pas l'idée. C'est vraiment pas l'idée. Et j'avais vu un couple de jeunes qui clairement cherchaient des renseignements, et j'ai vu des libraires qui les prenaient d'où, quoi. D'où tu les prends d'où? Peut-être parce qu'ils étaient plus grands. Enfin, ou plus petits. Peut-être l'estrade, j'en sais rien, je sais même pas si c'est l'estrade, en vrai. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est juste un exemple, ça veut pas dire que ça peut tomber sur un mauvais moment, etc. Oui, et autres. Donc, bien sûr. Mais. Et même que ça demande du temps, parce que tu dis que tu les connais tous, par leur prénom, que tu connais leur vie et tout ça. Ça demande un investissement aussi. Et, après, je m'auto-réponds en me disant que si tu aimes pas le contact humain, peut-être que le libraire, c'est pas forcément... C'est peut-être pas le meilleur endroit, quoi. C'est peut-être pas le meilleur endroit, mais après, parfois, quand t'as des grands flux et tout ça, en fonction de certaines villes, de certaines situations, ça peut être trop demandant d'essayer de réussir à placer des noms sur des visages avec des habitudes de lecture et de les connaître. Mais je sais pas, après, toi, peut-être t'as cette liberté, cette facilité, justement, en étant dans une ville peut-être à moyenne échelle, et dans une librairie de proximité et pas dans un espace culturel ou dans un truc avec beaucoup plus de flux, que toi ça te permet aussi d'avoir cette capacité à développer un petit peu plus de contact. Alors déjà il y a deux choses en fait, d'une certaine manière. Je suis libraire depuis une 20aine d'années, donc on a commencé sur tout petit. Donc au début il y a des gens que tu vois depuis 20 ans qui viennent toujours. Oui, bien sûr. Ça c'est cool ça. Bien sûr. On voit leurs gamins qu'on a connus, ils faisaient 2 cm, maintenant ils font 2 mètres, et ils te regardent tout en haut comme ça, tu vois, comme une tour de contrôle. T'as pu endoctriner des nouvelles générations. C'est tout un temps. C'est tout un plan machiavélique. J'espère bien. Évidemment. Non, mais vraiment, nous, en tout cas, nous, c'est notre credo. C'est notre façon de voir les choses, notre façon de faire. C'est juste la nôtre. Il y a plein de façons d'être libraire différentes, de très bonnes façons d'être libraire. Oui, mais c'est pour ça que nous, on va faire plein de podcasts avec d'autres libraires. C'est super intéressant parce que vous allez voir des gens incroyables qui font un boulot incroyable. Souvent, quand vous êtes libraire spécialisé, vous avez des clients qui vous adorent, c'est vrai, et qui vont vous encenser, etc. Vous dire, ouais, vous êtes les meilleurs libraires du monde, etc. Ils le font, alors derrière, ils sont en train d'égorger un agneau à votre gloire, quoi. C'est assez terrible, quand même. Ouais, alors pourtant, c'est pour ça qu'on a, là, tu vois, c'est la partie métallique que tu vois à l'entrée. Parce que sur le bois, j'en avais un peu ras-le-bol. Ouais. Mais, bon. Ça fait bazar. Évidemment, on ne fait pas de sacrifice ici, pas officiellement. Et, pas officiellement. Mais donc, ils sont contents, voilà, ils sont ici. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit toujours à ces gens-là, aux gens qui nous disent ça, pardon, vraiment, il y a des libraires partout, en vrai, qui sont super bien. T'as des super bons libraires partout. Allez-y, où que vous soyez. Il y a pas de, nous, pour le coup, et d'ailleurs, c'est aussi le principe du Comic Shop à Saint-Bel, c'est-à-dire, vous avez des super librairies comics un peu partout. C'est pas juste la nôtre, c'est pas, tu vois, l'idée, c'est vraiment, montrer toute la diversité, toutes les richesses du comics. Et si on peut, nous, à notre petit niveau, même si on est connus maintenant dans le milieu, etc. ou quoi, peu importe, apporter une petite pierre et dire, tiens, mais rendez-vous compte, en fait, les comics, c'est tout ça. C'est tout ça et c'est génial, quoi. Et c'est incroyable tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, tout ce qu'on peut faire, qu'on soit dans plein de villes en France, comme à Paris, etc. et autres, évidemment. C'est voilà. Et nous, on a ce côté, on est très très dynamique. Tu le disais sur les réseaux. On fait beaucoup d'événements, on fait les couvertures exclusives, parfois Comptoir du Rêve, mais maintenant évidemment via le Comic Shop Assemble, ce qui est beaucoup plus simple. Et puis c'est aussi du partage. C'est pour montrer toute cette étendue là, quoi. C'est si on peut. Si on peut, ça participe de tout ça. Et la proximité, là après ça dépend de chacun. Sur
C'est aussi une question de mémoire. Hein. Moi, je retiens les prénoms des gens extrêmement facilement. Donc, ma compagne vous dirait que par contre, pour tout un tas de trucs, je retiens que ce que je veux. Donc, comme sortir la poubelle, quoi. Quand on te demande de le faire. Alors là, pour le coup, c'est moi qui ai un bracelet, tu vois. Donc, et le linge sale qui traîne depuis 3 jours, Guillaume, quand même, ça commence à bien faire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi, je le colle. Quelle horreur. Direct, c'est horrible. Pardon. Voilà, vous pouvez le huer quand même. Comment tu répartis la VO vis-à-vis de la VF dans ta librairie? Quelle est déjà, est-ce que tu connais un peu la proportionnalité en fait des lecteurs VO, VF dans ta librairie? C'est une manière indirecte de me demander en gros la proportion du chiffre VO par rapport au chiffre VF. Tout à fait direct. Ça fait, non, mais oui. Ça fait. Attends, regarde, je vais la refaire. C'est quoi la proportion de ton chiffre VO versus VF? Tu vois, j'ai pas peur. Coupé. Je pose des questions. On doit être sur du 10 20%. 20 quand même 20. Okay. 20%. C'est une clientèle version en VO qui est de plus en plus importante chez nous, qui ne cesse de grimper. Quand bien même le circuit de distribution américain a totalement implosé sur la dernière année, qui ne cesse de grimper. Tu sais pourquoi? J'identifie des choses qui peuvent expliquer pourquoi. Je me permettrai pas d'avoir une réponse définitive sur le sujet. Alors, qu'est-ce que tu as identifié? Nous, on est donc aujourd'hui, au niveau démographique, on est dans la 3e ville de France. Donc, on est dans une ville moyenne, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, qui ne cesse de grandir. On est dans la 2e ville étudiante de France. C'est une ville qui a un énorme pôle aéronautique, puisque Airbus est implanté à Toulouse. Okay. Ça veut dire qu'il y a un énorme potentiel de clientèle, évidemment, bien sûr, mais une ville très très étudiante. On est nous situés entre 2 bouches de métro et on est vraiment à 200 mètres littéralement du point névralgique central de la ville, qui est la place du Capitole. Donc on est dans l'hypercentre, dans une rue qui est devenue, si vous étiez venu dans cette rue-là il y a 15 ans, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, c'est une rue qui est devenue extrêmement passante. Donc on est très bien situé, entre vraiment des points d'accès extrêmement faciles, parce que pareil, il y a plusieurs arrêts de bus au même, et les lignes de métro sont littéralement à 300 mètres pour l'une, 400 mètres de l'autre, tu vois. Donc on est vraiment dans un endroit idéal pour capter ce potentiel-là, on va dire d'une certaine manière. Si je précise à chaque fois que c'est une ville étudiante, c'est parce que du coup on a beaucoup de jeunes qui viennent. Tu parlais de la chaîne YouTube que j'ai commencé à créer l'autre jour, qui s'appelle Backstage. Du coup, je fais ma pub. Et j'ai fait une vidéo qui parlait du lectorat comics justement par rapport à des questions. Et je sais que la caricature, c'est tu es lecteur comics, donc tu es assez âgé, tu es blanc, tu es barbu, tu as peut-être des cheveux, peut-être plus, des lunettes probablement, etc. Enfin, voilà, la grosse et en gros les clichés, tu dis super-héros point barre. Je me sens attaqué, ouais. Bah, t'as encore une pilosité certaine, toi. Mais ce qui n'est plus mon cas. Mais nous, c'est pas ça. On en a bien sûr une partie de cette clientèle qui correspond entre guillemets au cliché qu'on veut bien en faire. C'est toujours plus facile. Mais déjà une clientèle qui a évolué aussi, parce qu'elle a une offre qui s'est largement élargie. Tu mentionnais tous les éditeurs indépendants qui sont montés, etc. Et du coup, c'est eux aussi. Oui. Leurs lectures se sont élargies complètement. Comics Jeunesse aussi, Comics Jeunesse et Young Adult qui fait aussi venir d'autres lectorats. Mais bien sûr, c'est finalement, t'as beau te mettre dans une case les gens ou essayer à dessein ou pas d'ostraciser, bah finalement ça marche pas, c'est pas vrai. Et donc on a une autre clientèle qui n'a rien à voir. Nous sur la version originale, on a beaucoup de jeunes et on a beaucoup de jeunes femmes par exemple qui sont sur la VO. Okay. Ce qui au départ m'a presque je dirais qui est un peu surprenant. Tu te dis tiens, comment ça se fait? Et c'est là où tu commences à identifier des choses éventuelles. Peut-être que j'oublie des choses, peut-être qu'il y a d'autres raisons. On a aussi des générations qui ça glose beaucoup sur le vocabulaire des uns et des autres ou sur les réseaux, etc. Mais nous, on a des générations qui parlent bien mieux anglais que celles qui ont précédé, quoi. Mmh. C'est pas un problème, quoi. C'est même pas un sujet dans certains cas. Donc voilà. Mais après, vraiment, je contextualise toujours. C'est une ville extrêmement étudiante, quoi. Il y a plein de facs d'universités, donc ça joue. Donc toi, d'accord. Donc tu penses que c'est vraiment une question plutôt d'âge et de rapport à l'anglais, alors il y a que sur l'augmentation de la clientèle des versions originales. Ouais. Alors c'est pas que ça n'est pas que ça. Ouais. Ça n'est pas que ça. On n'a pas que des jeunes clients là-dessus. Mais le fait d'avoir une offre
finalement, les nouveautés américaines toutes les semaines, alors pas toutes les nouveautés américaines. Aujourd'hui, il y a plus une seule librairie qui peut proposer toutes les nouveautés qui sont proposées au catalogue au pluriel américain. C'est pas. Je pense même pas les albums Pulp et Central Comics sur Paris. Non. Vous connaissez bien Pulp, vous savez très bien qu'ils font une présélection. Ils le disent dans leur newsletter. Donc c'est pas un secret. Il y a pas une librairie qui prend toutes les références, c'est impossible. Quand tu vois Feu, le previews, le catalogue, toutes les pages qu'il y avait dedans, il y avait une tonne de références que tu n'as jamais vues dans une librairie française. Et évidemment, c'est normal. C'est un risque. L'achat de VO en France, c'est un risque. C'est une micro niche dans la niche. Tu vois, donc c'est vraiment les librairies qui font la version originale en France. Il y en a combien? Pas des masses. Faudrait qu'on les recense à un moment. Oui. On est quoi, une quinzaine, une vingtaine peut-être? Oui, c'est ça. Et puis tout le monde passe sous la même proportion. T'en as qui vont faire toutes les semaines. Et puis t'en as, ils vont peut-être prendre une fois par mois. Ou certains vont faire la VO que pour des commandes clients point barre. T'auras rien, entre guillemets, à la vente. Oui, t'auras pas de que spécifiquement pour une clientèle. C'est un risque. L'économie du comics en version originale. Vous avez des remises éditeurs, là, pour le coup, ou avec les centrales d'achat, on va dire ça, avec qui vous travaillez, qui sont moindres, souvent. Qui sont parfois en fonction du volume que vous allez commander. Et puisque tu touches un pourcentage en fait de vente sur les bouquins, et que là on parle de bouquins qui sont à 4-5 euros contre un album qui en coûte maintenant plutôt entre 17 et 20, forcément ta part de revenus sur la vente d'un numéro VO, elle est beaucoup moins importante que si tu vends un album VF. Donc t'as moins à gagner, parce que à la différence, et ça c'est peut-être la différence majeure entre la VO et la VF, c'est que la VO tu peux pas la renvoyer. Alors que la VF, pas la renvoyer. T'as les retours qui existent. Il faut que celles ou ceux qui s'interrogent là-dessus se rendent compte que c'est un risque financier forcément pour une librairie qui va vous proposer de la VO. Ça équivaut à de l'achat en ferme, en fait. C'est exactement ça. Comme quand vous voyez une couverture collector, exclusive ou quoi, chez tel groupement ou chez tel libraire, etc. Ce libraire a pris un risque. Parce qu'il peut pas. Des fois, vous prenez des risques, vous savez que ça va le faire. Là, on est sur une période complètement dingue où on a eu 4 couvertures exclusives la même semaine. Pour des raisons diverses, ça aurait pas dû arriver normalement, mais et ce sera pas le cas à l'avenir normalement. C'est pas l'idée d'inonder le truc. Du coup, ça cartonne de fou. Mais les gens, pareil, ils ont pas le portefeuille extensible. Comme je disais tout à l'heure. Là, on est dans 15 jours, je crois, on a le Absolute Martian Hunter qui va apparaître en France. Ouais. Par exemple. Nous, avec le Comic Shop Assemble, on propose une couverture exclusive de Dalidara, qu'on trouve super jolie, etc. C'était un peu la lutte quand même pour décider quelle couverture. Mais là-dessus, chacun des membres du Comic Shop Assemble, à l'image de la VO, commande un certain nombre d'exemplaires pour sa librairie en ferme. On peut considérer que c'est un risque, mais après, il y a aussi la connaissance de ta clientèle qui fait que tu vas déterminer combien d'exemplaires tu vas commander, etc. Moi, pour le coup, sur le Comic Shop Assemble, je suis peut-être avec 2 ou 3 la librairie qui en a pris le plus en quantité. Sur une quantité qui est franchement importante. Mais parce que tu sais que tu as ton réservoir de lecture. Parce que je sais que. Voilà. Parce que je l'ai lu en VO depuis le début et que j'ai trouvé que c'est une dinguerie. Je trouve ça hyper fin, intelligent et en même temps hyper prenant tout de suite. C'est pas un titre qui est intelligent et qui se regarde le nombril pour dire regardez à quel point on est fort, et etc. Pour moi, c'est pas. Parfois, t'as des titres où il y a un petit peu. T'as eu envie de dire Tom King, je le sens clairement. Je l'ai senti. Non, parce que alors j'aime beaucoup Tom King sur certains titres, d'autres où je trouve qu'il est passé complètement à côté, ou que son nombril était là et qu'il en avait conscience aussi. C'est bien ce que je dis. J'aime beaucoup certains récits, d'autres pas. C'est pour le coup. Mais là sur Absolute Martian Hunter, pour moi c'était un coup sûr. Et puis on le voit, le succès énorme de la ligne Absolute telle qu'elle vient de commencer. Les chiffres, nous les chiffres ici sont c'est colossaux quoi. C'est sur Batman c'est dingo, mais aussi sur Superman et Wonder Woman, ils ont très bien joué le coup de mon point de vue en les sortant les 3 en même temps. C'était vraiment la bonne idée, donc c'était parfait. Nous, on avait fait le collector avec le collectif justement avant, 2 mois et demi avant, donc c'était aussi un très très bon levier pour lancer le truc. Et donc sur Absolute Martian Hunter, qui est donc de la commande ferme, nous, on est déjà à plus de la moitié de ce qu'on va avoir dans 15 jours, qui est déjà prévendu via le site internet ou réservé ici. Ce qui veut dire que ça va le faire. Il y a aucun doute. Mais je le savais à l'avance. Là, c'était très identifié. Un titre comme Spectateur qui est paru le 17 octobre sur lequel on a fait une couverture exclusive, c'est très différent selon les librairies. C'est nous, on y a cru et on est parti sur les plus grosses quantités, je pense, du collectif, parce que
on savait qu'on avait en toute franchise la carte Nico Henrichon, que je connais depuis longtemps, qui habite dans la région, que j'ai eu l'occasion d'inviter à plusieurs reprises, et je savais qu'il y avait de fortes chances, vu la très bonne relation qu'on a et son désir toujours de partager, de communiquer autour des titres. Puis le gars est une crème absolue. Qu'il y avait des grandes chances qu'il vienne en dédicace, ce qui booste évidemment les ventes d'un titre. Oui. Et du coup, moi, ça limite le risque que je prends. À l'inverse, tu me dis, tiens, un titre indé, vraiment un peu obscur ou quoi, etc. Je pense à un titre qui est sorti en VO que je trouve super bien, qui s'appelle News from the Fallout, par exemple. Oui. Je trouve ça super bien. Graphiquement, c'est compliqué hein, pour un éditeur français. J'ai posé la question à plusieurs d'entre eux. Je ne sais pas si quelqu'un a acquis les droits ou va les acquérir. J'aimerais bien, mais en même temps, je comprends que ce soit un risque. Moi, si le comic shop à Saint-Beuve et tout d'un coup on se dit, tiens, enfin, et si on proposait une couverture alternative là-dessus, c'est compliqué d'aller prendre 80, 50, 100 exemplaires, 150 exemplaires sur un titre comme ça. Quel public tu vas aller chercher? T'es pas sûr d'avoir une dédicace derrière ni rien. C'est un vrai risque. Et là, si tu commandes trop et que t'en vends très peu, ce que t'as acheté, tu peux pas le retourner, comme tu le disais, c'est du ferme. Donc là, littéralement, t'as perdu de l'argent. Et puis ton stock, chaque année, tu paies les impôts dessus. C'est exactement ce qui est arrivé aux éditeurs. On parlait d'Urban tout à l'heure et des arrêts de commercialisation. Tous les éditeurs paient des impôts sur leur valeur stock évidemment et sur ce qui est en dépôt, etc., etc. Donc ce qui participe c'est de la perte financière, tout simplement. Ça c'est la même chose pour les librairies. Et donc c'est la même chose pour la VO du coup, parce que c'était là-dessus que j'étais où pour faire le parallèle, en fait, tout ce que tu commandes, si tu ne le vends pas, bah, ça te reste sur les bras un certain temps. En tout cas, tu peux pas le renvoyer. Donc, j'imagine que tu fais des arbitrages encore plus serrés sur ce que tu commandes dans ton rayon. Et après, bah, là, c'est en fonction de ton public. Nous, on fait un système de réservation, comme beaucoup de librairies qui font de la VO, bien sûr. T'as ta clientèle. Tu sais que sur Absolute Batman, t'as tant de personnes. Tu sais que quand le Absolute Batman 15 va paraître, qui est le début d'un nouvel arc avec le Joker, ça communique de partout, il y a une énorme hype. Tu sais que t'as la base qui est ta clientèle. Et après, est-ce que toi, tu estimes être possible? Donc là, nous, on est parti dans les tours. Donc ça sort en décembre, je crois, le 10 décembre de mémoire. Ouais, le 10, ouais. Et maintenant, je pense que c'est un risque limité. On sent qu'il y a un gros truc, on sent qu'il y a une grosse hype. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'y aller. On a des retours de gens qui nous commandent des couvertures, qui lisent en français par ailleurs, qui veulent que ce numéro 15. Ouais, donc il faut identifier, mais ça fait partie d'un petit peu, donc on parlait du métier de libraire tout à l'heure, le fait de bien connaître sa clientèle, ça participe aussi de ça derrière. Ou plutôt c'est la conséquence du fait de bien les connaître, d'avoir une vraie relation, c'est que tu sens que, et puis après ils savent aussi, je l'ai pas dit, mais et c'est comme le cas, je pense, de tous les libraires spécialisés. Nous, il y a toujours deux choses ici, que ce soit avec Fred, mon binôme, et moi, c'est qu'il y a, quand on nous pose la question sur un bouquin, il y a deux choses. On se dit toujours, depuis toujours, il y a deux choses, c'est je peux te donner mon avis, enfin plutôt, je peux te dire de quoi ça parle, je peux te faire le pitch, sans te spoiler bien sûr, et après il y a mon avis, qui n'est pas la même chose. Et mon avis, c'est forcément mon avis subjectif à moi, etc. Je vais pas juger le style graphique, ça c'est chacun ses goûts, c'est très bien comme ça, ton dessinateur préféré, c'est le meilleur pour toi, moi c'est pas forcément le même, il y a pas c'est pas une compétition, c'est une sorte de goût, donc et c'est super bien comme ça. À part s'il y a des erreurs de point de fuite, des découpages qui sont absolument catastrophiques, un storyboard merdique. Ok, là on va pouvoir l'indiquer. Voilà. Moi, après sur le scénario, c'est là où on va plus intervenir. C'est plus là d'ailleurs où on va nous demander pourquoi on trouve ça bien ou pas bien. Et voilà. C'est autant je vais pas faire de vidéo ou de communication pour aller défoncer un bouquin. Autant si tu me demandes si je l'ai aimé, j'ai pas aimé, bah, je vais te le dire. Est-ce que t'as aimé? Voilà. C'est de la même manière que parfois on nous demande est-ce que t'as lu tel titre? Et comme on fait la VO, souvent je dis j'ai lu le début. Ce qui peut laisser entendre des trucs, évidemment. Et quand on nous demande la question, t'as pas continué parce que c'était mauvais? Alors, des fois, oui. J'ai lu un épisode, j'ai lu deux épisodes en single, en floppy. Et puis, je me suis arrêté là parce que je trouvais ça pas bien. Et, je suis pas à l'abri d'y revenir si j'ai des commentaires à droite ou à gauche qui me disent, reviens-y, c'est en train de s'améliorer. Et à l'inverse, parfois, tu t'arrêtes parce que c'est juste pas ta cam. Ça veut pas dire que c'est mal fait, ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut juste, c'est pas le genre d'histoire que t'as envie de lire. Tu me dis, tiens, c'est un truc de Formule 1 dans l'espace avec des... Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi. Bon, je m'en fous. Je peux lire ça. Moi, les slashers, c'est pas mon truc. Je m'en fous. Ça me fait ni chaud ni froid, ça m'intéresse pas. Tu me fais lire un slasher, bon, bah, je vais m'arrêter vite. Moi, je quitte ce podcast. Hein. je vais pas discuter avec quelqu'un qui aime pas les slashers. Alors là, clairement... Non, mais je m'en fous, c'est... On aurait dû se parler avant, en fait, plus de ça. Parce que vraiment, non, mais il y a une cave, si tu veux, derrière. Je t'ai dit en dessous. Non, mais il y a trop de tes clients déjà à l'intérieur. Ils ont pas acheté. Alors, techniquement, ça sèche très très bien. Donc, il y a de la place. Mais ouais, donc tu fais... Mais est-ce que tu as déjà un cas où tu dis honnêtement à un client, à un lecteur,
que t'as pas aimé un truc et il va quand même y aller parce que lui ça Mais le bien botte, sûr. ouais. Bien sûr. Ça décourage Bien pas. sûr. Et on n'est pas là pour les décourager. J'ai détesté Batman Metal. Ouais, mais ça c'est un Et pourtant, signe de bonne santé. Et pourtant, on a plein de jeunes clientes ou jeunes clients qui ont commencé les comics sur Batman Metal et qui ont kiffé ça. Toi en tant que libraire, moi en tant que libraire en tout cas, je dois l'entendre et je dois essayer de comprendre pourquoi. On échange tout le temps avec nos clientes et nos clients sur tout un tas de comics et avec des avis parfois très très différents. Moi, je suis pas là pour ton goût à toi, il est pas moins important que le mien. Sous quel prétexte? Sous quel prétexte tout d'un coup moi j'aurais un goût plus sûr, un avis plus voilà, c'est de la suffisance ça. Tu peux oui et non, tu peux arguer le fait que c'est ton métier, que tu es professionnel, que tu lis beaucoup, donc et en plus toi tu as un cursus aussi d'auteur, donc tu as forcément aussi ouais, mais la plupart de mes clients ils vont le découvrir là. Ils le savent pas. Oui, ils le savent pas. Mais ce que je veux dire c'est que tu peux et c'est pas faire usage d'un argument d'autorité. Mais c'est juste une question de moi je considère de pratique tout simplement. Moi je considère qu'à partir du moment où tu te prévaux de ça, tu te mets toi-même en position d'être au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu dis, hein. Je comprends ce que tu dis. À partir du moment où tu uses de cet argument-là, c'est que t'as pas. Non, pour moi. Mais tu l'utilises pas. C'est pas que tu l'utilises. Tu vas pas dire à quelqu'un qui kiffe, qui veut lire Batman Metal. Non, mais attends, moi j'ai lu 12 000 BD, donc quand je te dis que c'est pas bien, j'ai plus raison. Enfin, truc, tu vas pas le dire en tant que tel. Mais quand tu poses la question de pourquoi mon avis aurait cette importance, c'est parce que t'es libraire, quoi. C'est ton métier de lire. T'as lu plein de trucs et donc c'est ton métier aussi d'exprimer un avis qui a priori peut être plus pertinent quand même que quelqu'un pris au hasard dans une rue, tu vois, et c'est pas un mal, c'est pas une question. Alors moi ce que je fais factuellement, on va raconter bien sûr, mais on va raconter quel est notre parcours de libraire et de lecteur. On veut ton aussi. conseil, tu vois. Et donc les gens savent très bien ce que nous on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Tout le monde sait que mon Batman préféré ça va être genre un long Halloween par exemple, etc. Et ils savent pourquoi. Et quand quelqu'un a adoré Batman Metal par exemple ou quoi, etc. J'essaie de comprendre pourquoi. J'essaie de comprendre pourquoi. Comme je te l'ai dit juste avant, on a une clientèle qui est très jeune et qui n'a pas forcément les mêmes codes que nous, les mêmes références culturelles qui a pas le même que nous. Et moi, je suis pas là pour dire tes références culturelles, elles sont moins bonnes que les miennes. On vient pas de la même génération, de toute évidence. Et donc moi, je veux pas me mettre dans cette position-là. C'est le piège du gatekeeping, quoi. En fait, je préfère entre guillemets être. C'est le côté t'as pas lu les X-Men de Claremont, donc en fait, tous les autres X-Men sont nés là. C'est compliqué. Bien sûr. Tu le vois bien quand tu demandes. Là, j'ai fait une vidéo où je demandais en gros quelle était la décennie comics préférée aux personnes qui la regardaient ou quoi, etc. ou qui nous suivaient sur les réseaux. Mais en fait, c'est la période préférée, c'est la période où tu as commencé les comics très très souvent. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ça veut dire beaucoup de gens qui kiffent la cour des hiboux. C'est ça ta base. C'est ça ta base, ton pilier, c'est ça, ton pilier de lecteur, c'est ça. Tu me demandais par quoi j'ai commencé les comics au tout début. J'ai commencé par Spider-Man et Green Lantern. Donc Spider-Man, je vis des mauvais moments. Hein. Clairement, là, c'est vraiment une période depuis quelques années. Je vis pas une super période. Et il y avait Green Lantern que je disais quand j'étais gamin. Pareil, j'ai eu des mauvaises périodes. Et puis j'ai eu une période dorée à un moment donné incroyable quand Geoff Johns tout d'un coup a débarqué et tout. Waouh, je retrouvais du vrai Lanterne de fou et une passion de dingo. Et tout ça pour dire que oui, il y a un terrain qui est différent. Nous, on a une connaissance qui est là, qui est certes, on va pas se la raconter, mais oui, on a plus de connaissances que la plupart de nos lectrices et nos lecteurs sur les comics, c'est normal, c'est notre métier, c'est notre passion depuis longtemps, on est grabataire bientôt, enfin tu vois, il y a ce côté-là évidemment, et on est là pour, de mon point de vue, éclairer éventuellement, mais pas, certainement pas juger, quoi. Certainement pas juger. Ça c'est la pire expérience, hein. Si tu vas dans une librairie, que tu demandes à quelqu'un ouais, est-ce que vous avez si que le type te rionne ou te dit tu vas pas lire cette merde, machin, enfin pour autant quand on nous demande nos avis, parfois il y a des gens qui du coup nous font confiance quand on dit que c'est mauvais, ils achètent rien. Ouais. Mais ils savent qu'on s'est pas foutu d'eux. Et on a de la chance, ils reviennent du coup. Oui, ou même si c'est pour ça que je te posais la question avant, c'est que même si tu dis que t'as pas apprécié et qu'il y va quand même et que lui il kiffe, en fait ça pose pas de problème en soi tant que tu peux
argumenter sur pourquoi tu n'as pas apprécié ou pourquoi tu ne recommandes pas en tout cas cette lecture. Et comme je te disais, il y a des gens qui, même si toi ils t'ont demandé ton avis personnel, tu l'as donné, ils l'achètent quand même. C'est très bien. Après, de façon très pragmatique, je dirais que pour toi c'est très bien parce que ça fait aussi du chiffre et que tu vas. Mais il y a pas d'hypocrisie quoi. Il y a pas d'hypocrisie, il y a pas de mauvaise foi. Pas d'hypocrisie, mais une forme de pragmatisme aussi toi-même dans ta pratique de ton métier pour te dire, je veux dire. Typiquement, le cas Batman Meta, c'est à mon sens un très bon exemple parce que je pense quand même que je suis à peu près certain que même à l'édito chez DC, tout le monde ne kiffe pas forcément ça, tu vois. Évidemment, bien sûr. Et même chez Urban, et pourtant tout le monde est content qu'il y ait plein de lecteurs qui soient dessus et qui le lisent parce que ça fait aussi venir des gens dans le comics, ça fait de façon très pragmatique, ça fait des comics qui sont vendus, donc ça fait tourner la boîte, et t'es pas à l'abri que ces gens-là qui ont kiffé Metal se disent après qu'est-ce que je peux lire d'autre, et là on est dans la meilleure position. C'est-à-dire qu'on a des lecteurs qui lisent pas les comics pour les mêmes raisons que toi et moi on lit des comics. Ils y cherchent pas la même chose. Je vais prendre un autre exemple récent. Il y a eu Wolverine Revenge par exemple, qui est sorti il y a quelques temps. On nous avait vendu le truc, tiens c'est Hickman au scénario, c'est Capullo au dessin. T'as des gens, tu leur as dit Capullo, quoi que tu penses du scénario, ils y vont. Ils y vont. Ils te demandent ton avis, tu dis ouais, j'ai pas trouvé ça dingo. Ils y vont quand même. Ils sont venus pour Capullo. Et en comics, ça existe. On parlait de la VO. Il y a des gens, ils n'achètent de la VO que pour les variant cover. Moi, j'ai des clients, ils n'achètent de la VO que pour les variant cover, bien sûr. Et je suis certain que chez les amis parisiens, mais également chez Astro, chez Comic Zone, chez les Fictionautes, chez Plein Rêve, enfin tous ceux qui font de la VO, tout le monde a cette clientèle-là, bien sûr. Et donc toi, t'arrives à la gérer toujours sur ta gestion de VO, à te dire aussi, je peux prendre ces variantes parce que je sais que parce que ça fait longtemps que je fais ça. Ouais. Il y a des choses que j'identifie plus rapidement, on va dire. Ouais. Et après, tu vois quand tout d'un coup t'as un artiste qui est en train un petit peu d'émerger, tu te dis tiens, il se passe un truc. Moi, par exemple, je suis un énorme fan de fou de Daniel Warren Johnson depuis le tout début, avant même qu'il publie en papier. Je suivais déjà. J'ai absolument tout ce qu'il a fait. Donc là, je me suis mis dans l'embarras moi-même, du coup, en faisant ça. Mais je suis et dès le début, je disais à Fred, mon binôme, quand on était dans notre ancienne librairie il y a longtemps, au tout début de Space Mullet, j'ai dit il faut suivre quoi. Il faut vraiment suivre. Il y a un truc. Tu vas voir. Il y a encore il balbutie encore pas mal de choses sur le découpage et tout, mais voilà, il me faisait penser un peu à Paul Pop au tout début sur certains trucs. Je reconnaissais un truc comme ça, tu vois. Il s'est très très vite émancipé de ce truc-là, en tout cas. Et c'est devenu aujourd'hui un énorme name dans le truc et tout, etc. Et ce qui est génial, c'est la passion du métier. Là, pour le coup, on a pu mettre tellement de gens, nous, à Daniel Warren Johnson. Là, je peux dire la couverture de Murder Falcon là sur la nouvelle édition qu'on a fait avec le CSA. Ouais. Je peux dire que j'ai lancé la discussion dès le début, quoi. J'ai posé moi la question en amont à Thierry Mordy de savoir s'il allait pas réimprimer. Il m'a dit c'est marrant que tu m'en parles parce que oui, on va faire une version. Et puis pourquoi vous voulez faire un truc avec le CSA? J'ai dit bah ouais. Et puis après j'en ai parlé au CSA. Et puis on a discuté. S'ils avaient dit non, les gars, on l'aurait pas fait évidemment. Mais parce que c'est vraiment là ça se discute et puis il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas, c'est normal. Mais ah oui, le début c'était ça, c'est vraiment la passion que tu retrouves derrière du lecteur d'abord, et on arrive à transvaser ça jusqu'au bout, enfin l'accompagner jusqu'au bout, et quand ça se passe comme ça, c'est parfait quoi. C'est trop bien. Donc t'as aussi, j'imagine, puisqu'on parle un peu des variantes, que même toutes les initiatives qui se sont faites et qui continuent d'être développées ces dernières années, donc sur les couvertures exclusives, mais aussi sur les blind packs, les trucs comme ça, c'est des choses que toi tu vois plutôt d'un bon œil en fait en termes de pratique. Soit c'est des choses. Alors en fait il y a deux choses. Le fait est que pendant très longtemps c'était pas franchement quelque chose qui se faisait en France, pas beaucoup. Et puis ça s'est développé d'abord principalement par des librairies parisiennes au tout début, on va dire. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le Comic Shop Assemble, ça permet d'avoir une douzaine de librairies qui maillent un peu plus le territoire, un peu partout, parce qu'on est dans le sud-est, le sud-ouest, l'ouest, presque le centre, Lyon. Pas trop l'est quand même, je crois. Bah non, il y a Lille, mais c'est vrai que c'est pas l'est. Non, alors Lille c'est pas l'est du tout. Là, tu vas m'insulter une deuxième fois avec les slashers déjà, et maintenant tu vas me dire que Lille est à l'est, et tu vas et tous les gens du Nord ils vont être horrifiés aussi. Non, mais enfin voilà, il y en a pas mal. Et ça permet aujourd'hui d'avoir des couvertures exclusives en étant un petit peu dans différents coins, quoi. À l'époque où, si tu devais aller que à Paris pour en avoir,
ou que sur leur site internet, Oui, évidemment, PC, tu te retrouvais, c'était forcément réduit. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les sites internet, on est nombreux à en avoir, ça permet de. Mais pendant longtemps, c'était pas quelque chose de commun en France. C'est ça que je veux dire. Là, aux États-Unis, c'est une partie de l'économie du comics. Donc, il y a une partie de comment je pourrais dire. C'est parfois quand c'est à outrance. Et on peut le voir à outrance, évidemment, sur plein de titres. J'assimilerais ça presque à quelqu'un qui est sous assistance respiratoire, un petit peu. Comme si certains titres étaient mis sous assistance respiratoire, ils avaient besoin d'avoir 20 variantes de cover pour pouvoir se vendre dans des proportions phénoménales. Et tu vas le voir dans la communication ensuite des éditeurs, ce que vous relayez vous-même. Quand un éditeur t'annonce à grand renfort de communication, tiens, on a vendu 500 000 exemplaires de tel numéro, etc. Bah, oui. Ok, super bien. Et quand t'as le deuxième, il est à 75 000, tu fais OK, on a compris. Ouais, mais après, ils font en sorte que, après, leur calcul à eux, c'est de faire en sorte que le deuxième tirage tombe aussi en rupture. Maintenant. Tu vois bien. Pour te reproposer des variantes cover. Là, j'ai eu les fichiers, ce qu'on appelle les Final Order Cutoff hier, par exemple, qu'on a renvoyé pour les États-Unis avec Batman 1, troisième tirage. Avec la même couverture que le 1 et 2. La couverture régulière, on va dire. Et puis, une variante qui est, de Dragota qui revient sur la variante la couverture qu'il a fait pour Absolute, mais la version Batman. Et évidemment, les complétistes, ils vont y aller. Évidemment, moi, en tant que libraire spécialisé, je suis obligé d'y aller. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont la vouloir. Tout ça, pour moi, c'est de la vente qui correspond plus à de la lecture. Ouais. Ça correspond pas du tout à la lecture. Ça correspond après ça, c'est à la collection. C'est quelque chose que tu auras que en VO, parce qu'en VF, il n'y a pas assez de couverture variante. Bien sûr que non. C'est bien sûr que non. Nous, on se pose la question, toute franchise, avec le Comic Shop Assemble, de savoir de faire 20 variantes on peut aller et à quel point il faut qu'on soit mesuré par moment. Ouais. En fait, on s'est posé la question parce que, comme je le disais tout à l'heure, là, on a une semaine où on a eu 4 couvertures exclusives qui sont tombées en même temps. Alors, nous, c'est pas du tout notre idée. Notre idée, c'est tu puisses y en avoir 1 à 2 par mois. Après, ça dépend aussi des projets. Il y a des très belles choses. On a une période éditoriale qu'on trouve notamment chez DC très intéressante. Vraiment peut-être la période la plus riche depuis de très nombreuses années, mais également côté indé. À l'inverse, chez Marvel, on a accompagné Ultimate Universe parce que on trouvait que c'était un petit peu le meilleur truc chez Marvel. Tu nous avais demandé, tiens, est-ce que s'il y avait eu un titre que Amazing Spider-Man, est-ce qu'on aurait accompagné le truc? Non, clairement pas. Voilà. Donc voilà. Puis après, parfois, il y a des titres, on commence à les lire en VO, on trouve ça bien, puis on continue à les lire en VO, puis stop tout de suite. C'est nous, en tout cas, on se pose la question de, je vais pas dire de la responsabilité, c'est un peu fort comme terme, mais d'être juste dans pourquoi on accompagne les projets. Proposer des couvertures qui claquent de fou. Oui. Quand c'est pour le lancement d'un titre, ça se justifie. C'est un gros événement, Marvel, DC, etc., peu importe. Mais après, si possible, si on peut accompagner des projets, vous le voyez sur les titres indépendants, enfin, on a fait deux couvertures exclusives avec Delirium, par exemple. Tu pars pas forcément sur du Dread ou du Rogue Trooper tous les 4 matins. C'est pas forcément non. La sûreté au niveau commercial, si on parle de ça comme ça, tu vois, d'y aller. Spectateur, c'est un cas, c'est pareil. Il y a, on part sur pas mal de titres indépendants parce qu'on les a lus, parce qu'on les aime vraiment. Et c'est pour celles et ceux qui nous suivent, c'est aussi un gage d'une certaine manière. Si ton écoute, tu te mets à faire des variantes cover sur absolument tout et n'importe quoi sous prétexte que, voilà. Donc parfois, bien sûr, tu vas partir sur un titre. Bon, au final, tu vas pas continuer, ou finalement, le titre n'a pas forcément plus que ça, ou la qualité pas forcément au rendez-vous. Mais parfois, tu travailles de toute façon sur ce genre de projet en amont, donc tu peux pas forcément savoir comment ça va tourner non plus. Tu vois, c'est les Américains, eux, ils sont dans la logique marketing principalement là-dessus. Je sais même pas si c'est du cynisme de la part de DC ou Marvel de faire ça. C'est juste partie de l'économie du truc. Pareil, pratique culturelle installée depuis plus de 40 ans, 50 ans même, non 40 plutôt, et pragmatisme économique aussi sur le fait que effectivement ça fait tourner une partie de l'économie là-dessus. Je reviens juste sur les blind bags, puisqu'on en a eu quelques-uns quand même cette année, et même depuis l'année dernière, du côté et de Urban et de Panini. Ouais. Quel est ton avis de libraire là-dessus sur ces OP? Alors, il y a factuellement ça marche. Factuellement, ça marche. En tout cas, nous ici, ça marche. Je parle que pour nous. Comme je l'ai dit, on est vraiment une librairie qui est immense. Comme dit, c'est un podcast où on part du principe dès le départ que c'est ton point de vue, de ta librairie, de ton expérience. Et ça marche. Il y en a pas trop, en réalité.
Tu parlais d'Urban, ils ont fait quoi? Void Rivals, Transformer. Sur Transformer, ils l'ont fait. Ouais. Ultimate Universe chez Panini. Oui, et puis là viennent de et faire puis là, le Marvel World et Doom World. Donc ça, il y en a plus chez Panini pour le coup concernant Marvel, etc. que ce qu'a proposé Urban. Parce qu'au-delà de Transformers, je sais pas s'il y a eu d'autres. Non, pour l'instant non. Je sais pas s'ils comptent en faire l'an prochain. Je pense qu'un Deadpool Batman pourrait s'y prêter, mais je sais pas du tout si c'est dans leur corde ou pas. Enfin, pour l'instant, c'est pas ce qu'ils ont annoncé a priori, donc mais je sais pas. Non, ils l'ont pas. J'y vois pour répondre à ta question. Moi, je le vois plutôt d'un bon œil parce que c'est pas, soit c'est très identifié sur un type de publication et pas dans tous les coins. Je dis Ultimate Universe parce que tous les 2 numéros, là, en gros, on s'est rendu compte qu'ils proposaient un blind pack finalement. Non, juste sur le 1 et le 3, en fait. Le 1 et le 3, oui, c'est vrai, ils ont pas fait sur le 5. Non. Exact, ouais, non. Non, déjà, on avait dit que ça va être tous les numéros à perdre. Non, ça n'a jamais été le cas. Non, c'est vrai, t'as raison. Ça a bien marché, quoi. Ça a bien marché, mais ça a plu aux gens. Nous, là, sur Marvel World et Doom World, on a une couverture exclusive du CSA. Pour autant, on vend des blind packs, hein. Et ça vient de sortir juste là, quoi. C'est littéralement cette semaine et on les vend bien. Donc les gens sont super contents. Il y a ce kiff. Cette gamification un peu. Mais ouais, mais c'est bien sûr ça. Mais ça rejoint le côté t'achètes des cartes. Ouais. T'achètes des cartes, tu sais pas lesquelles tu vas avoir systématiquement. Moi, je lis en VO Exquisite Corpses. Ouais. Que je kiffe. Et j'achète que l'exemplaire la variante C, parce que je veux les cartes brillantes. Ouais, bien sûr. Et je suis à fond. Et donc tu as vu que sur les 6 premières, il y en a que 2 qui sont un peu brillantes. Les autres sont tout à fait normales, quoi. Ouais, écoute, à part la 1 que j'ai pas, mais que Fred là-bas il a, que j'essaie désespérément de. La 1 est brillante et après t'as la 4 qui l'était, et puis les autres sont normales, quoi. Non, la dernière elle est. Mais du numéro 7 alors. Je l'ai pas encore. Le 6. Le 6, moi je l'ai en brillante en tout cas. Faudra qu'on regarde, mais moi je les ai toutes et pour moi il n'y en a que 2 qui brillent, donc c'est bizarre. Mais ce que je veux dire par là, c'est. Vas-y. Et je retrouve un peu ce côté gamin, tu sais, dans le bon sens du terme, vraiment, t'as les yeux qui brillent, t'as envie de voir, tiens, t'y vas. Les blind packs, il y a ce côté-là, et moi je trouve ça cool. Franchement, je trouve ça cool. Quand j'étais gamin, il y avait Pif Gadget qui existait, et j'étais bien content d'avoir parfois un truc, tu vois. C'est pas tout. Je suis pas cynique sur le sujet. Il y a aussi un vrai kiff. On parle tu parlais de toutes les cultures geeks dans ton propos d'introduction, etc. Il y a de ça, bien sûr, et c'est assumé, évidemment. C'est assumé. Est-ce que ça fait plaisir? Ouais. Est-ce que je participe du truc? Ouais. Bien sûr. Faut pas oublier, c'est nous, on est des lecteurs passionnés aussi. C'est aussi grâce à la VO, en ce qui nous concerne. C'est-à-dire que les yeux qui pétillent toujours comme quand on était les premiers lecteurs de comics. Je crois que l'import américain arrive, c'est ça, c'est tout nouveau. C'est tout frais, t'as tout à découvrir. C'est comme aux États-Unis. Enfin, tu vois, il y a le truc un peu comme ça qui existe toujours, et c'est très cool. Et les blind packs, il y a ce côté-là. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber, c'est cool, c'est chouette. Franchement, ça participe de ça. Ça participe, pardon. Ouais, d'une envie, d'un enthousiasme. Tu vois, c'est du fun, quoi. C'est du fun, et les gens qui rentrent dans une librairie spécialisée comme la nôtre et comme plein d'autres que vous connaissez et que vous allez voir. Ils viennent là parce qu'ils ont envie. Ils ont envie. Toi, t'es là pour partager l'envie. Ça, c'est. Et justement, alors, comment tu fais quand c'est des gens qui rentrent là par hasard? On se propose à un moment. Alors, nous, on saute pas sur le paletot des gens quand ils rentrent. On les laisse vraiment découvrir. À un moment, si on sent que ça cherche un petit peu du regard, que ça se questionne ou quoi, on va se proposer en leur disant tout de suite, si vous avez besoin de renseignements, on est là. On vous embête pas. Mais on se propose de manière très sobre, très simple. Et puis voilà. Et puis après, il y a des discussions qui se font tout d'un coup sur mais c'est quoi les comics, etc. par exemple, ou est-ce que vous avez tel type de truc, etc. Est-ce que tu es du genre à faire, genre si tu vois un lecteur ou une lectrice qui prend un bouquin dans les mains, qui commence à feuilleter et que toi tu l'as lu et que tu l'as trop kiffé, de venir spontanément dire ça, madame, monsieur, c'est très bien, je vous recommande? Ça peut arriver, bien sûr. Ça peut arriver qu'avec Fred et moi, on les prenne en tenaille et puis ils s'en sortent pas. Non, c'est pas vrai. Bien sûr, ça peut arriver. On peut passer. On voit ça. Si je peux me permettre, je l'ai lu. C'est vraiment excellent. Ouais. Voilà. Mais après, même de la même manière que ce que je t'ai dit juste avant, et on se retient entre guillemets, tu vois. Pas trop intrusif non plus. Non. Et c'est juste en passant. C'est littéralement 2 secondes. Et tu vas que si la personne a envie de savoir, elle sait que t'es là. Tu t'es proposé de manière douce, sobre. Et puis hop, tu t'es enlevé de son champ de vision, tu la laisses tranquille. C'est ça. C'est moi je trouve absolument insupportable quand tu rentres dans une boutique et à peine t'as rentré qu'on est déjà sur ton dos. Ça, il y en a plein des boutiques comme ça où vraiment tout de suite
et t'as dit non une première fois, et 30 secondes après, t'as quelqu'un d'autre qui t'arrive dessus. C'est comme lancer comme un frelon. Ça, c'est vraiment, ça, je supporte pas ça. Donc, c'est pas pour nous faire la même chose. Tu vois, c'est pour le côté comics, on n'a pas de newsletter, par exemple. On prend pas les coordonnées des gens quand on crée des cartes de fidélité, du tout. Okay, ouais. On est très présent sur les réseaux sociaux. S'ils veulent des renseignements, c'est très facile. Et on répond par contre vraiment à les messages. On a un blog qu'on tient avec plein d'infos et on est présent vraiment beaucoup. Donc quelqu'un qui veut commander, c'est facile. Et là, on va prendre les coordonnées pour la prévenir, évidemment, quand le titre est arrivé, etc. Par mail, par peu importe, etc. Tu vois, c'est téléphone, SMS, comme ils veulent. Mais c'est dans la même logique de pas être intrusif d'une certaine manière. Ouais. Ouais, après, c'est vrai que tu dis qu'il y a les réseaux sociaux, mais enfin les gens en général, même si c'est pas une entité unique, justement, moi je le sais, pour tenir un site et avoir les réseaux sociaux à côté, il y a plein de gens qui ont beau en plus suivre le site et être abonnés aux réseaux sociaux, qui ne voient pas des informations passer. Et la newsletter, c'est quand même un moyen super pratique de communiquer directement une information que tu tries. Tu vas pas en faire tous les jours et tout ça, mais justement, quand tu as une nouvelle couverture, quand tu as une dédicace et tout ça, c'est quand même pas du tout inintéressant et pas non plus très intrusif, parce que normalement les gens peuvent décider de s'abonner ou pas, tu vois, et quand tu prends leurs coordonnées, tu leur dis est-ce que vous acceptez de recevoir notre newsletter. Tu as tout à fait raison, mais en librairie factuellement il se passe quoi? Donc toi tu parles de là où tu es positionné. Et ce que tu dis est tout à fait vrai. Mais parce que je suis moi-même abonné à des newsletters de libraires pour savoir un peu c'est quoi leurs actus aussi. Nous factuellement, quand on propose aux gens de faire une carte de fidélité qui est numérisée, il y a une vraie différence, en tout cas nous ici, il y a une vraie différence entre les gens dont tu sens que si tu leur demandes des coordonnées, ils vont pas y aller, ils veulent pas. Okay. Il y a une vraie différence, c'est marqué, hein, c'est net, c'est très très net. Quand tu lui dis tout de suite que on pourra pas prendre de numéro de téléphone, on va pas prendre de mail, c'est juste nom et prénom, eh ben il y en a plein qui franchissent le cap à ce moment-là. Et donc nous, ça participe de la fidélisation, quoi. C'est pas hypocrite, hein, ils le savent très bien. Nous aussi. Par contre, voilà, c'est il y a une vraie, c'est vraiment marqué. Si je le précise comme ça, c'est que c'est vraiment marqué. Nous, il y a une vraie diff, quoi. Ok. Non, parce qu'après. Mais les deux sont justes, hein, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je te dis, c'est juste pour moi. Parce que tu pourrais aussi ouvrir une newsletter où tu laisses juste les gens s'abonner s'ils le veulent et sans demander des coordonnées à qui que ce soit. Quoi. Mais après, voilà, t'es déjà très occupé aussi. Là, factuellement, j'aurais pas le temps. Oui. Enfin, entre la librairie qui a pris un essor considérable, les nombreux événements auxquels on participe, le fait d'être très présent sur les réseaux sociaux et puisqu'on est sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, maintenant sur YouTube en ce qui me concerne, et puis le Comic Shop à Symbol. Dans le Comic Shop à Symbol, on est 12 librairies et on est certains à être entre guillemets référents auprès de certains éditeurs. Donc en gros, on n'est pas forcément instigateur des projets, mais par contre on chapeaute l'ensemble et on chapeaute la discussion avec l'éditeur. Donc c'est très prenant, quoi. Parce qu'on s'est développé très fort sur la dernière, ça fait quoi, 1 an et demi maintenant, on va dire, presque. Ça s'est passé de manière incroyable, là, ce qui se passe. Donc, c'est génial, c'est super bien, ça nous oblige, j'espère dans le meilleur sens du terme, et toutes les personnes là, du CSA sont remarquablement impliquées, font un super boulot, et les communications sont super faciles. Donc, c'est un vrai kiff en même temps. Parce qu'on part comics tout le temps, hein, du coup, entre nous, quoi. Et mais ça fait beaucoup de boulot, ouais. Donc là, faire une newsletter en plus, c'est... Non, pas ce que je te recommande. J'avais aussi une question juste de ton point de vue dans ta librairie. Est-ce que tu as vu aussi un effet sur le développement des collections poche depuis 2022 avec Urban Nomad d'un côté puis Marvel Pocket de l'autre, qui ont remplacé les opérations petit prix qu'on avait avant, même si celles-ci reviennent ponctuellement quand même. Mais est-ce que toi, t'as observé sensiblement des effets différents sur qui ça attirait peut-être, ou est-ce que ça fidélisait plus Alors, oui et oui. Pour faire simple. Oui, est-ce que ça a attiré? Oui. Est-ce que Nomad ça marche ici? Oui. Est-ce que les poches chez Panini, je vais pas dire Marvel parce qu'il y a les titres comme The Boys ou Kick-Ass par exemple, et d'autres à venir. Est-ce que ça marche? Oui, clairement ça marche. Ça marche, ça continue de marcher derrière.
en ce qui nous concerne, c'est que des gens sont questionnés sur le fait qu'il y ait un ralentissement, notamment sur Nomade, qui finalement continue, mais pas tout à fait sur la même proportion ou le même type de rythme. En fait, c'est globalement quand même sur cette année, c'est quasiment identique. C'est juste que le changement de rythme de publication en ayant vraiment quelque chose de plus régulier, parce que c'est tous les mois, mais c'est que deux albums. Je pense qu'il y a vraiment juste une sorte de mécanique mentale qui te donne l'impression qu'en fait c'est bon en fait, alors que le fait de devoir attendre tous les 6 mois pour avoir une vague de 10 titres ou tous les 4 mois pour 6 titres, en fait ouais, ça, je pense que là c'est purement psychologique, ouais, vraiment, parce que si tu comptes le nombre d'albums que ça fait à l'année, c'est sensible, on est sur le même ordre de grandeur, vraiment. Il n'y a pas du simple au double, quoi. Mais donc ça marche ça marche très bien, et je trouve que ça pérennise plus, moi, la clientèle, si je puis dire. C'est-à-dire que vraiment, ça amène plus les gens ensuite. Après, les opérations, c'était annuel, quoi. Bien sûr, à continuer à s'y intéresser, etc. Oui, mais on n'avait pas forcément des gens qui prenaient des panini par exemple à 4, 5 euros, 6 euros. Ça franchissait pas forcément le cap derrière pour aller ensuite sur d'autres publications à des prix entre guillemets normaux. Là où aujourd'hui, sur Marvel Poche, Panini les Poche, les poches. Et les Nomades chez Urban, on a plus ce transfert ensuite, je trouve. Ouais. Alors voilà, toujours pareil en ce qui nous concerne. Mais je constate plus ça comme une porosité, quoi, plus. Ok. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et parce qu'on se tient juste derrière un rayon occasion, je voulais savoir aussi un peu quelle part ça prenait. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup? Ouais, mineur. Non, mineur, vraiment. En fait, pourquoi on a un rayon occasion? Parce qu'il y avait un stock qu'on avait, parce que il y a quand même une petite clientèle qui passe voir si on en a, et parce qu'on avait la place pour. Aujourd'hui, pour une raison X ou Y, je dois réduire de 20 mètres carrés mon espace. Il saute. Ouais, le stock, c'est pas du tout. Il saute parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vendent principalement sur Internet, et ils trouvent principalement sur Internet. Ouais. Oui, aujourd'hui, il y a de ça. Quand bien même ça spécule de fou sur les prix, ce que nous on fait pas, et ce qu'on refusera toujours de faire. Alors là, moi, c'est un engagement personnel. Il y a une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps qui s'appelle Libraire ou Scalper. Mm-hmm. Voilà, moi, je suis pas un scalper. Non, ni sur la VF, ni sur la VO. Donc le scalper, c'est de profiter de la rareté d'un bouquin pour le vendre à des prix prohibitifs. Ce que vous voyez partout sur tout un tas de plateformes, etc. En l'occurrence, pour un exemple très concret, sur certaines éditions cartonnées qui du coup maintenant ne seront rééditées qu'en paperback, des gens se disent du coup ceux gars qui manquent un tome dans la collection cartonnée et qui veulent pas passer au souple, ils en profitent, ils mettent le cartonné en question beaucoup plus cher que ce qu'il était à l'époque. Tout à l'heure, on parlait en off des Batman Day que nous on avait en quantité par exemple. Ah oui, les Batman, c'est vrai qu'il y en a qui le prennent le journal et pour te le revendre 20 balles. Il y en a qui le revendent le lendemain, il y en a qui l'ont reçu en amont. Ça, c'est trop. Peu importe où ils sont situés dans la chaîne et qui te le vendent, avant même l'opération parfois, etc. Bon, voilà. Ça, c'est tout sauf ma conception du truc. Je l'ai dit, et je le dis à l'envi, je le répéterai à l'envi, les gens, ils ont pas un portefeuille extensible. Et plus le temps passe, moins c'est le cas. Ouais. Nous, on n'est pas là pour. Voilà. Sinon, on fait bien notre métier. Qu'on se propose et qu'on propose plein de choses, qu'on est vraiment dynamique et actif et acteur. Alors, ça peut bien se passer sans passer par ce genre de pratique. Et moi, j'irai pas sur ce genre de pratique. Comment tu gères justement en tant que libraire cette véritable épine dans le pied, je dirais, du fait que on a une inflation, que les prix des bouquins augmentent, que les salaires suivent pas et que surtout le prix de tout le reste aussi augmente, le fait que les bouquins coûtent plus, ils coûtent plus qu'il y a encore 3-4 ans. Comment t'arrives un peu à gérer cette problématique auprès de ta clientèle en leur disant, en essayant d'un peu d'expliquer pourquoi, en essayant de rediriger parfois sur d'autres bouquins pour pas frustrer justement. S'il y a besoin d'expliquer, on le fait évidemment. Pourquoi il y a ces augmentations de prix là, etc. Et parce que souvent il y a des gens qui peuvent être mécontents ou pas comprendre, ce qui est normal, oui, etc. et autres. Et nous on peut tenter d'expliquer avec les éclairages que l'on pense avoir sur l'augmentation des coûts, etc. Comme sur la pâte à papier il y a quelques années, par exemple, où les prix ont totalement explosé, ce qui a changé évidemment beaucoup de choses. Tu l'as peut-être même vu toi-même avec les commandes de print parfois quand vous faites des explications ou pas. Bien sûr, évidemment. On peut en parler, mais après les gens sont courants, ils voient les prix augmenter partout. Là, on parle des livres, mais ils vont augmenter partout. Ils vont au supermarché toutes les semaines
et ils voient les prix augmenter partout sur absolument tout, hein. Enfin, quand dans ta vie t'as vu des prix baisser, en gros, quand tu vas dans un commerce, à quel moment dans ta vie tu te rappelles de ça, quoi, de manière régulière? C'est donc voilà, le coût de la vie, l'inflation, c'est quelque chose de concret. Nous, ce qui est important, c'est d'identifier, entre guillemets, dans quelle proportion ça impacte les ventes qu'on va faire sur un titre, par exemple. Tiens, est-ce que les gens ont toujours autant en fait, en gros, t'es pas dans le portefeuille des gens et t'as pas à l'être, mais tu te rends compte de si t'as un client qui avant dépensait, je sais pas, 100 euros par mois, 200 euros par mois, j'en sais rien, qui aujourd'hui tu vois dépenser 150 ou 100 euros, c'est s'il a le même métier a priori, il y a quelque chose, soit il a d'autres dépenses par ailleurs, c'est ce qui est tout à fait normal, etc. Soit il a moins goût à ça, soit lui c'est lui-même qui va te dire, ouais ben non, maintenant ça coûte trop cher, je peux plus. Donc voilà. Donc à toi d'agir en fonction. Tu te rends compte qu'il y a ce genre de choses-là et que ça agit sur des ventes, et ben tu commandes moins, évidemment, forcément au départ. Je veux dire, bien sûr. C'est et après ce qui va booster les choses ou pas, c'est en fait c'est la proposition, quoi. C'est parce qu'on a de la diversité, comme c'est un métier d'envie. Finalement, on est là pour faire envie. Voilà. Et le truc, c'est d'arriver à coupler ça avec le fait d'être franc du collier, d'être honnête et d'accompagner au mieux. Tu vois, finalement on doit s'adapter tout le temps. T'es obligé de respirer pour vivre. T'es libraire, tu dois t'adapter tout le temps au marché, à la demande, à l'inflation, etc. Bien sûr. Et c'est la logique, quoi. Si tu dois attendre que les choses se passent, bon bah t'es destiné à mourir peut-être. Dans la période actuelle, on a combien de librairies partout en France avec des gens incroyables qui sont en train de mettre la clé sous la porte ou qui l'ont déjà mis, etc. C'est une période qui est difficile pour les librairies globalement. Même quand tu vois, alors c'est pas dans le comics, mais dans les maisons d'édition de BD indépendantes qui font systématiquement des appels aux dons, en tout cas où font des opérations. T'as Roukmou, t'as ça et là. C'est l'association qui vient de le faire aussi là, tout juste en ce moment. Enfin, tu vois, oui, qu'effectivement que le secteur a été très fragilisé, notamment sur toutes les structures indépendantes. Et ouais, que c'est quand même une mauvaise période, quoi. C'est une très mauvaise période. Tu parles, il y a eu les Requins Marteau, donc l'association, etc. D'autres avant eux, le problème de faire l'appel aux dons, c'est que tu le vois avec plein de librairies aussi d'ailleurs. Oui, j'ai vu des libraires aussi qui faisaient des appels aux dons. Ouais, on en connaît plein. On en connaît plein qui en arrivent là. Le problème, c'est que trop souvent, c'est un pansement, en fait. Oui. Trop souvent, c'est un pansement. C'est-à-dire que certains d'entre eux vont ponctuellement arriver à se sauver. Mais si structurellement, c'est comme ça que je vais le dire. Si c'est structurellement que t'as un problème, c'est ce problème-là qu'il va falloir régler aussi en même temps, quoi. Si t'as un appel aux dons qui marche et que t'as fait la démarche derrière d'engager des vrais changements qui vont arriver à te faire changer peut-être de posture ou de voilure, etc., et que t'arrives à faire cette transition-là, alors peut-être t'as une chance, et je leur souhaite à toutes et tous, quoi. Vraiment. C'est d'autant que personne n'est jamais à l'abri. Nous, on est dans une librairie qui marche très bien. Pour autant, tu regardes tout, hein. Tu regardes tout, il faut être très attentif, il faut jamais se croire trop beau, tout peut changer très très vite. Oui, t'es jamais à l'abri de la commande qui aura été la commande de trop. C'est bien sûr, il va mettre tellement de trucs. Le trou dans ta trésorerie qui va te mettre mal. Soit un bon libraire, mais te la raconte pas, quoi. Faut être au maximum, être le plus vertueux financièrement, je veux dire aussi, quoi. Et donc ouais, tout ce qui se passe là en ce moment, c'est une sale période. En plus, là pour le coup, c'est un peu plus politique ce que je veux dire, mais ils sont pas soutenus, hein, clairement au niveau de la culture. Non, la culture est pas soutenue. Les subventions ont été, mais enfin, c'est même plus coupé là à ce niveau-là. Tu vois, c'est à la machette. Donc c'est à la machette. Et il y a plein d'hypocrisie sur le sujet. On le voit aussi avec l'organisation de certains festivals ou quoi, etc. Et en même temps, c'est très compliqué, hein. C'est pour plein d'acteurs d'arriver à se positionner en se perdant pas son identité, etc., etc. C'est pas une période évidente pour beaucoup de monde dans le métier à plein de niveaux de la chaîne, je trouve. Mais pour en revenir sur quelque chose de plus positif à l'approche bientôt de la conclusion de ce podcast, sur le fait de donner envie, il y a aussi un autre truc juste qui est important, c'est parce qu'il me semble que tu es quand même assez proactif
sur les dédicaces. Enfin, sur le fait de faire venir des auteurs ou de quand les éditeurs veulent faire venir des auteurs, de pouvoir les accueillir à Toulouse. Ça aussi, et parce que on sait, parce que faire venir des auteurs, c'est aussi pragmatiquement un moyen d'assurer des ventes de l'album en tant que tel, mais parce que tu recherches aussi ce côté du kiff et de dire en fait regardez, on vous permet de venir à la rencontre des personnes qui font les bandes dessinées que vous lisez. C'est quelque chose que tu fais depuis les débuts, c'est quelque chose qui est plus facile à faire aujourd'hui maintenant. Comment tu choisis un peu qui t'as envie de voir? Parce que tu peux avoir des gens que tu kiffes de ouf mais tu sais qu'ils vont pas vendre. J'ai un exemple, voilà. Il y a pas longtemps, on m'a proposé un auteur que j'adore, que j'ai jamais rencontré, qui plus est, dont j'ai adoré notamment certaines œuvres, on va dire. Tu peux très dire très fort. Non, je vais pas le dire. Là. Je te dirai en off. Là, je vais pas le dire parce que je veux pas. Il s'agit pas d'aller critiquer l'organisation des gens qui m'ont proposé ça. D'accord. C'est pas l'idée. Pas de souci. On m'a proposé quelque chose alors qu'il y avait aucune espèce de nouveauté récente ou à l'horizon. Donc il y a aucun bouquin à vendre avec la présence de cette personne. On peut faire éventuellement des prints à faire payer aux gens, etc. Mais c'est pas comme un bouquin. Et surtout le coût qu'il fallait, en gros l'investissement financier qu'il fallait mettre était vraiment très important. Donc en gros tu parles dans un truc où tu sais que globalement t'as peut-être une chance infime d'être à l'équilibre financier et donc de pas perdre d'argent. Mais plus probablement, ce qui allait se passer, c'est que j'allais vraiment perdre de l'argent. Et quand bien même j'ai envie, moi, en tant que lecteur, avec les yeux qui pétillent, de me dire oh putain, je pourrais trop l'accueillir, ce serait incroyable et tout, etc. J'ai trop envie de le rencontrer. Financièrement, ça se justifie pas. Je peux pas le justifier. C'est pas gérable. Tu peux pas te dire ouais, ok, je vais perdre tant d'argent. Bien sûr que non. Cet argent-là, tu peux le mettre sur d'autres projets, avec des auteurs que tu vas faire venir, peut-être 1 ou 2 ou 3 de plus à la place, avec des bouquins autour, etc. Et ça va être, tu vas faire beaucoup plus d'événements, tu vas faire plaisir, pas juste à ta gueule, mais finalement, moi, je suis pas là pour moi. Je suis là pour les gens d'abord. C'est nous, quand il reste un seul bouquin dans le stock, un titre qui est totalement épuisé, je me l'étais mis de côté après tout le monde, et tout d'un coup, j'ai quelqu'un qui le cherche, je lui donne mon exemplaire. Et Fred, c'est pareil, on donne notre exemplaire. Si t'as plein de gens pour une dédicace et qu'il y a plus la place pour une dédicace, nous on s'enlève de la dédicace. Ouais, bien sûr. Non, pas bien sûr en vrai, parce qu'il y en a plein qui font pas ça. Ah bon? Moi, je connais des libraires, ils se placent en premier dans la liste, ils passent en premier dans les dédicaces et ils vont certainement pas laisser leur exemplaire. Et je suis pas là pour donner la leçon, c'est juste qu'on n'a pas la même approche et pas le même point de vue clairement. C'est nous, c'est niet, c'est jamais moi avant le moindre lecteur, parce que je suis pas plus important que lui. Moi, je suis là pour le servir lui, normalement, tu vois. Donc voilà, pardon, j'ai perdu un peu le fil par rapport à toi. C'était pour savoir comment tu choisissais un peu les donc voilà, auteurs. Donc là, cet exemple. Là, j'imagine que c'est, sans vouloir répondre à ta place, que c'est un mix entre l'envie personnelle et aussi le côté, je sais que ça va attirer du monde, et comment tu cumules le meilleur de ces deux mondes. Après, je me mets pas en position, pour l'instant, je me suis jamais mis en position d'inviter quelqu'un dont j'appréciais pas le travail. C'est quand même mieux. Tu vois, parce que c'est vraiment, mais de manière claire. Hein. En fait, ça fait longtemps qu'on est dans le métier. Nous, évidemment, on est sans forfanterie aucune très connu sur ce qu'on fait et sur qui on est au niveau de l'identité, on va dire, de libraire qu'on a. C'est marqué. C'est très très net. Les gens savent vraiment comment on fonctionne. C'est les gens qui nous voient en vidéo là, ils nous reconnaissent tout de suite. Ils savent c'est nous. Enfin, c'est comme on leur parle dans la vie de tous les jours, etc. C'est important. Je me suis jamais mis en position d'accueillir un auteur dont j'aimais pas le travail. Ça m'est jamais arrivé. Pour autant, comme je dois le servir de lecteur d'abord, si tout d'un coup on me propose un auteur qui est cultissime, etc., dont j'aime pas le travail, je vais d'abord penser aux gens avant moi. Tu vois, c'est pour l'instant, j'ai réussi à faire du slalom spécial, ça s'est jamais passé. Mais bon, ça pourrait arriver. Je vais pas faire le mec. Donc voilà. Donc en général, on fait beaucoup d'événements, effectivement. Ça fait très longtemps que je fais des dédicaces, etc. C'était devenu de plus en plus compliqué. Précédemment, avant que j'arrive ici, et même si j'en ai fait vraiment beaucoup, j'ai eu la chance de recevoir des artistes et des auteurs incroyables pendant longtemps. Et puis, depuis qu'on est au comptoir du Rêve Comics, c'est vrai que la barre était assez haute sur les dernières années. Parfois, il y a des circonstances qui font que tu as des choses qui seront rendues possibles, parfois un peu moins. Et puis après, il y a, on parle d'auteurs qui travaillent pour le médium américain, qui sont les comics.
parfois t'as des auteurs américains, mais t'as aujourd'hui beaucoup d'auteurs qui sont aussi en Europe, ce qui parfois permet de faire plus d'événements justement que ce qu'on aurait pu faire précédemment. S'il fallait inviter que les auteurs américains et que c'est pas initié par un éditeur, parce que c'est un vrai budget de fonctionnement pour eux aussi, et ce budget-là, il est limité chaque année. Juste que les gens comprennent, généralement les coûts sont partagés entre la maison d'édition et les libraires qui accueillent les artistes. Quand le projet est initié par l'éditeur. D'accord. Là, c'est quand le projet est initié. Ce que tu dis, c'est quand le projet est initié par l'éditeur. Mais quand c'est initié, ça peut être initié par des libraires alors. Bien sûr. Moi, j'ai monté une tournée pour Lorenzo Di Felici pour Chroma il y a 1 an et demi, 2 ans. Même chose pour Chris Whitegoose et les Affamés du Crépuscule. C'est moi qui ai monté les tournées. C'est moi qui ai contacté d'autres librairies. Les éditeurs, là, en l'occurrence, par de Delcourt, initialement, n'avaient rien prévu de faire et ne participaient pas normalement financièrement. Finalement, ils ont été super et ils ont participé, mais normalement, c'était pas le cas. Et il y a parfois des tournées que tu montes où il n'y a aucune participation des éditeurs, ce qui multiplie les frais pour les librairies concernées. Ouais. Évidemment, donc c'est un vrai coût, c'est un vrai investissement, donc c'est un vrai pari. Il faut bien penser à ça en amont. Donc parfois, il y a des auteurs qui vous répondent oui. Moi, j'ai un auteur, Ryan Otley m'a dit oui pour venir. Mais il n'y a pas de tournée organisée. Et les demandes de Ryan Otley sont telles que, à moins de monter une méga tournée, c'est juste pas jouable. Ouais. Parce que tu vas vendre quoi? Alors aujourd'hui, tu peux dire, ouais, tu vas vendre Battle Beast, qui arrivera l'année prochaine. Ouais. Voilà. Mais au-delà de ça... Faut peut-être attendre Battle Beast. Par exemple, après, Ryan Otley, il vient pas non plus méga souvent. Non, donc mais ce que je veux dire, il y a plein de gens qui ont envie de se faire signer des Invincibles aussi. Hein. Et il est super sympa, etc. Mais il va falloir vendre il faut un timing. Un sacré paquet de bouquins pour pas perdre d'argent. Donc c'est important. C'est important d'être d'être à l'équilibre et d'être le plus vertueux financièrement, je l'ai dit. Donc nous, on essaie d'accompagner en gros une dédicace autour d'une sortie d'album. Là, cette année, il y a eu la fameuse dédicace qu'on a fait en avril, par exemple, avec James Tanyon, Werther Tellera et Fernando Blanco. Non, il y aurait pu avoir Martin Simons, mais il a répondu un peu tard. Sinon, il serait venu, et je pense que l'année prochaine, il viendra si tout va bien, pour le 6e tome de Department. Et ça, c'est un projet de très, très longue haleine, que j'avais posé sur une feuille il y a très longtemps. Et finalement, il fallait attendre la bonne fenêtre de tir. La bonne fenêtre de tir, c'était une concordance des publications sur un temps assez rapproché. Donc, The World Free, Nice House by the Sea et Something is Killing the Children. Et quand je l'ai vu avec mon représentant, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand les ai vus apparaître dans les plannings français, ça fait ding. Et parfois, on le sait par rapport aussi aux discussions qu'on a directement avec les éditeurs. Et moi, j'ai des discussions avec quasiment tous les éditeurs, et parfois on a un petit peu une vision encore plus en amont, qui nous permet d'aller venir proposer ce genre de choses-là. Là, au moment où j'ai vu ce programme-là arriver, j'ai dit c'est là. C'est là où ça se tente. Ça veut pas dire que ça va marcher. Ouais. C'est là où on l'a tenté. Ça a marché, ça a été incroyable, et du coup, ça fait un événement incroyable. Et là, pour le coup, sur cette mini tournée qu'il y avait, nous sommes la seule librairie qui a accueilli par exemple Werther Tellera et Fernando Blanco. Ah ouais. Donc là, les frais étaient entièrement pour nous. Ok. Voilà, c'était logique, hein, quelque part. C'était le deal. Urban, ils avaient organisé une tournée Nice House by the Sea. Oui. Avec Alvaro qui avait fait les premières villes. Après, il pouvait pas venir à Toulouse, mais on l'a déjà reçu en amont. Du coup, là, c'est nous qui nous sommes engagés là-dessus. Après, voilà, c'est à toi de voir si c'est un risque ou pas, si t'es gagnant ou pas, ou en tout cas, à minima, si t'es pas perdant. Si t'es pas perdant, ça vaut le coup de le faire, évidemment, toujours. Pour la relation, pour le partage. Et bien sûr, aujourd'hui, ce serait complètement hypocrite de dire qu'il n'y a pas une question d'image éventuellement derrière. De la même manière qu'on fait des rencontres très très souvent, comme on l'a fait avec James Tanyon notamment, Werther Tellera et Fernando Blanco, avant la dédicace, ces rencontres elles sont totalement gratuites. T'es pas obligé d'acheter le moindre bouquin. Tu peux partir de la rencontre et puis faire ta vie sans venir à la dédicace. Ça, on le fait, c'est totalement gratuit. C'est pris sur le temps de la librairie. Au départ, c'est totalement une pure volonté de partage complètement et d'échange culturel, on va dire. D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'on travaille avec un endroit qui s'appelle la Cave Poésie, qui est un lieu multiculturel de Toulouse qui est extrêmement... qui fait énormément de choses, quoi. Ils sont vraiment... C'est un bouillon de culture, quoi, et qui nous prête les salles, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la synergie de partage. Totalement. Alors que il y a la lumière, l'électricité, il y a la prise son, etc. Tout ça, c'est cadeau. Ce qui est fou. C'est fou aujourd'hui. Parce que fonctionnement associatif, en fait. C'est exactement comme ça. On a cette chance-là de pouvoir travailler et faire des événements avec des gens comme ça. Et ça participe d'une certaine manière, d'une certaine vision des choses et du partage. Après, bien sûr, il y a eu un bouche à oreille énorme qui s'est fait sur ces rencontres-là, etc. Et ça participe
de la très bonne réputation qu'on peut avoir éventuellement, etc. Donc je vais pas faire semblant que ça n'existe pas, bien sûr. Ouais. Et j'en joue. Maintenant j'en joue, je le mentionne, bien sûr. Évidemment, j'aurais tort de m'en priver. Ouais. Mais le cœur du réacteur, c'est d'abord le partage au départ. C'est pas je vais faire ça et si ça le fait bien, derrière je vais capitaliser. Tu sais, parce que t'es pas dans la mauvaise foi, que si ça le fait, effectivement, ça risque de tourner comme ça peut-être. Il y a pas d'hypocrisie à aucun niveau. Mais par contre, tout le monde sait que nous, le truc du départ, c'est le partage. Donc on fait beaucoup d'événements. En général, il faut que ce soit associé quand même à la sortie d'un bouquin et donc l'achat d'un bouquin, parce que financièrement, il faut pas, voilà. Si tu dis, vous pouvez venir gratos, faire signer sur des feuilles blanches, et puis c'est bon, on vend 0 bouquin. Bon, bah voilà, en fait, vous êtes pas au courant, mais nous, en fait, on est Robin des Bois, tu vois. Ouais, ça, tu fais 2-3 sens, puis après, tu fermes boutique, quoi. Voilà, c'est ça. C'était sympa. C'était un comic shop éphémère. C'est ça, ouais. Je sais plus comment on appelle ça, un pop-up shop, voilà. C'est ça, exactement. Un pop-up store. Très bien. Bah écoute, Guillaume, merci beaucoup de toutes ces informations. C'est moi qui te remercie. Et de toutes ces explications sur ton métier. Comme dit, moi, j'ai vraiment l'intention de continuer de faire un grand, là, sur toute l'année arrivante 2026, d'essayer d'aller rencontrer un maximum de gens passionnés comme toi pour voir chacun leurs approches pour mettre simplement des bouquins entre les mains des gens et qui participent à vraiment soutenir et promouvoir les cultures comics comme tu le fais. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait le déplacement jusque dans ta très belle librairie. Si vous êtes de passage à Toulouse, je pense que c'est quand même un immanquable pour les fans de comics d'aller dans ce bel endroit, très grand. Merci beaucoup. Merci encore. Très bien arrangé. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous, en parler à votre libraire pour qu'il candidate s'il a envie de discuter de son métier. N'hésitez pas non plus. Je me déplace, j'ai des micros, je suis mobile. Et vous pouvez continuer la discussion sur notre Discord également et nous soutenir sur notre Tipeee si vous voulez qu'on fasse encore plus d'émissions de ce type. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis Guillaume, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Salut.